y a 3 ans, en 2019, j'ai eu envie de créer une série. Cette série, c'est Rétro, et elle est maintenant prête. Saison 1, 3 épisodes, 20 minutes chacun. Pas mal de taf en vrai. C'est l'histoire de 2 potes à Paris en 92, presque trentenaires et encore colocs, qui veulent à tout prix connaître le succès. Sauf que malgré eux, ils vont filer leurs meilleures idées à de véritables futures stars, croisées par pur hasard. J'avais vraiment envie de réunir plusieurs membres de la série qui m'ont aidé à la concevoir. Ils sont une douzaine à parler aujourd'hui, comédiens, techniciens, artistes, musiciens, amis. On a passé un moment plutôt sympa autour d'une table et de quelques micros. On parle de la série, des années 90, du milieu du tournage, bien sûr des projets de chacun. Il y a eu pas mal de sujets. Et pour être franc, on aurait bien aimé continuer 1 heure ou 2 de plus. Ça donne des frissons, hein. Ah là, salut, merci beaucoup d'être là. Salut Raph. Petite présentation, Quentin Dolmer, ça va? oui, et toi? Ouais, merci beaucoup d'être là. Je t'en prie, ça Je me sais fait que t'as plaisir. un agenda très chargé. Tu sais, être ministre, être occupé de géopolitique, c'est pas beaucoup de temps pour tous, mais quand même, je suis là. Non, c'est vraiment sympa. Non, je t'en prie. Laure, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis Ouais. trop content que tu sois là parce que déjà c'était trop bien de t'avoir sur le tournage et merci. puis Puis elle nous a sauvés, clairement, en venant. c'est vrai? Ah oui, tu nous as sauvés, il nous manquait Je une. vous ai sauvé. Il nous manquait Ah oui, une- parce que vous aviez plus de script. Pourtant, vous en avez eu quelques-unes là, des scripts sur ce. On a eu 3 scripts. Ouais. Mais je suis trop Projet. content d'avoir vraiment Encore. une script pour en parler parce que je disais tout à l'heure, on sait pas trop ce que c'est au final ce métier. Non, On va. je confirme. Même moi, je suis pas sûre encore. Je cherche un peu. tu vois. Ah merde, c'est con ça. Tu veux pas... Ah merde. Ça s'annonce bien. Ok. Ça va, Rafa? Ça va, Ouais. super. Ça fait longtemps qu'on s'est pas Ouais, vu. ouais. Bon, on s'est croisés à Avignon. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était stylé. Ouais, c'était cool, ouais. Mais donc pareil, toi t'as eu une actu assez marrante, assez Ouais, en inhabituelle. plus, là. c'est vachement en lien avec la série rétro complètement. et tout, ouais. On en Théâtre parlera- immersif, On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que petit c'est assez ouf quoi. Ouais. Et je suis pas venu. Mais Ça a l'air ouf, en ouais. plus, ouais, malheureusement, Non mais vous savez, il vous a dit ou pas dans quoi il était? Non, Trop bien, parce que vous allez avoir une. Il y a un suspense insoutenable. Non mais c'est vraiment unique quoi. ouais, c'est cool, ouais. Thibaut Prévost, ça va? Ça va bien, très Ouais. bien. Et toi aussi Ouais, ça va. Moi, je suis hyper content de t'avoir aussi. Merci pour ces super morceaux que t'as créés pour la série avec Robin. Oui, qui n'est pas là aujourd'hui. Robin hein, qui est pas là, qui est à Rouen. qui ou est à Rouen, ouais. Qui vit à Rouen maintenant. C'est vrai, ah oui, Ouais. Mais oui, vous êtes complètement séparés de Il est coloc. Tout à fait. Mais à l'époque, on était en coloc quand on a fait ces morceaux-là. Vous pour êtes la des série, comparses de la vieille. de la Bedroom Produce. Mais ouais, des morceaux vraiment, trop bien dans un temps très limité. Ça va, Max? Ça va, ouais. Toi, t'es Enfin, je On suis se voit- malade, mais ça va. Il y a aussi- Maxime Godet qui était le Ouais, chef Nazir. op de la série et on se voit assez régulièrement ces temps-ci, c'est bien. On a eu Ouais. des périodes où on se voyait pas et Et on ouais, travaille, et, là, on a ensemble. du boulot ensemble, ouais. Ce qui est On plutôt, travaille ensemble. Pas mal, une bonne nouvelle. Bonjour à tous. déjà tu t'appelles Maxence Ouais, je m'appelle Maxence. J'ai joué dans cette série. et t'as aussi un profil particulier parce que tu fais autre chose dans la vie là. Oui, parce Mais que. ça, on va pas- Je dois le dire maintenant ou pas? Moi je préfère que ça vienne un peu Ça plus tard. part. Ok. J'ai envie de l'amener tout doucement. D'accord. Moi, ça donne envie en tout cas. Ouais. Bah ouais, moi j'ai envie. Je lance le c'est En suspense fait, très ce qu'on peut intriguant. faire aussi, c'est tous mettre donner Des des jokers, possibilités quoi. et on verra et les celui gens qui ils doivent gagne. découvrir. Ce qui est ton vrai métier à côté. D'accord, ok.
C'est pas non plus un truc si fascinant, mais c'est juste. Ah non, franchement pas. Le Je suis électricien. comédien slash ça est drôle. Non, puis en plus, je vais encore changer de. Enfin, je vais bientôt oui, c'est arrêter mon vrai. travail, ouais. Et t'as bien raison. Ouais. Raphaël. Ça s'appelle aussi Raphaël. Bonjour, je m'appelle aussi Raphaël, comme le réalisateur, et donc Raphaël Goldzal, et j'étais le monteur sur la série, Un super monteur qui est passé par la Fémis. Et qui y est encore ? Non, t'as fini. et qui a fini en juillet dernier. Bravo. Putain, incroyable. Merci. Ça, on en parlera aussi parce que quelle chance. David, moi je te connais bien, mais Bah ouais, ça va ? David Lenay, comédien chez Artus, donc cofondateur de Artus avec Raphaël Marie. Qui détient on a des 5, parts quoi. 50% des parts, quoi. C'est quelque chose de très organisé, Artus, c'est vraiment. Donc comédien sur la série, et puis. Et Tu fais aussi autre chose. Et puis vendeur, Voilà, pas- vendeur de cigarettes Ah. électroniques à côté. J'aurais bien laissé deviner moi. Mais... tu dis madame, il a dit tout de suite. Donc voilà, et puis très heureux d'être ici. Et en très bien prévis. habillé. Bah, merci. Toujours, Très élégant. toujours. Ceux qui sont au son, vous loupez quelque chose. Ça s'entend au Pas son quand tu piquer fais des l'hanneton. mouvements, ça. Très belle montre aussi. Ouais. Il y a de la belle passementerie. Alors ça, cette montre, c'est le modèle Churchill de chez Lip, donc modèle fabricant français. Un petit peu la même montre, je trouve. Ouais, dans l'esprit un petit pas peu, très un petit peu art radiophonique, déco, Vous quoi. avez des similitudes, vous avez des ressemblances. Mais de toute oui, façon. on a des Vous ressemblances. soignez C'est vrai, vos ça. looks. La barbe. Vous avez une patte vintage. Et ça, ce modèle-là, c'est celui qu'on a offert à Churchill quand on a à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tu allais la récupérer. À Churchill. Il a fallu creuser un petit peu, et puis C'est formidable. Voilà. On a Ne passé faites un pas bon ça, moment. c'est illégal. Hein. Julien, ça va ? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps que je t'avais... Ah, quoique non, enfin, j'étais On venu s'est te vu voir quand à une projo il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, d'un court-métrage dans court-métrage. lequel je jouais, ouais. Donc Julien Gearbig, Ouais. qui se prononce Gearbig. Oui, ça se prononce Gearbig, ouais. Mais tu as aussi bizarrement. un autre nom J'ai un de autre scène. nom. Ah oui, c'est vrai. Je fais de la musique sous un autre nom, ouais. Mais voilà, on aura des choses à Ouais. dire aussi. Mais bon, on en parlera plus On tard. a tous des profils différents. En tout cas, je suis très content d'être là et merci pour l'invitation. Ah non, mais ça, c'est moi qui te remercie. C'est chouette. Un vrai plaisir. Il y a plein de jolis objets autour de nous. Oui. Et Tu es de satisfait de et ta de jolis bonne êtres aussi. Après, tu les connais pas. Peut-être qu'il y a des êtres un peu maléfiques. Enfin, aussi, Ouais. on sait pas. Et je peut-être sens qu'il y a pas, des je sais enculés, pas. mais- Et puis on se connaît pas. Star cache des On se connaît choses. pas. On se connaît pas, c'est vrai. Et Kyrian, Oui, bienvenue. oui, Toi aussi, c'est ton premier podcast, comme nous tous. exactement. Et là, tu vois, je fais parfois de la voix off et j'hésite T'hésites à parler ? à parler comme ça. Attends, t'as une belle voix. On pourrait tous On essaie un peu de se chauffer tous, mais non, ça va. Il y a un bon feeling. Non, on va parler normalement. Moi aussi, je fais plein de petits trucs à côté, mais pour la série, je jouais Cassandra, la petite C'était, amie de David. Ouais, j'ai trop envie quand même de dire dans quoi t'es, quoi. Mais, Ah oui, non, mais c'est pas non plus. Non, mais si, Là, quand on est en même. train de faire monter là, vous mettez la Ouais, pression, justement. là. Non, mais Moi, je sais pas perso. Bon, allez, lâche-le. lâche le Vas-y, truc, vas-y, lâche le Tout à l'heure. truc. J'ai été pris dans une série sur Plus belle la vie. Non, Ah, c'est con, c'est fini. Ah merde, Trop tard. le mec a été pris quand la série s'arrête. putain, c'est ça. Pour le générique de fin. Non, spectacle immersif sur le film Terminator 2, adapté en théâtre. Ah, j'ai vu passer Ok. ce truc, j'ai vu des news là-dessus. Énorme truc, plus de 700 mètres carrés de décor, plein d'univers différents. Donc déjà une expérience folle en tant que comédien parce que c'est super compliqué à gérer le public, 3 heures de show non-stop. Et en plus c'est tout nouveau en France, donc moi je suis hyper content de faire partie de la troupe qui crée un peu ça en France. C'est un truc qui cartonne aux États-Unis et en Angleterre. Et là ça commence à percer un petit peu en France. Et en plus, toi, t'es pas n'importe qui dans cette histoire. Ouais, je fais John Connor, enfant. Du coup, C'est ouf. voilà. Trop bien. On m'a toujours dit, tu fais plus jeune que ton âge, tu fais plus jeune que ton âge. Et voilà, ça sert à quelque chose. On joue des gamins de 10 ans dans les spectacles. Bien dans le thème de la table ronde, du coup. Là. Bah ouais. Bah, surtout même dans la série, c'est Terminator hein. 2. C'est en le fait. 2, ouais, C'est- ouais. C'est le 2. Ouais. Enfin, moi Le qui meilleur, vraiment préfère. tout Ouais, simplement. mon Ouais, préféré. ouais, Ouais, Cameron, quoi. Complètement ouf. Ouais, et qui a une bonne actu, Cameron. Petit à petit. Tu fais un peu de pub. C'est léger, c'est subtil. Il sort des petits courts-métrages. Et Et, ça joue. C'est à Montreuil, à la Tour Orion, Ok. au métro Croix de Chavaux. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas du tout dans un théâtre dans lequel il y a les acteurs, le public d'un côté avec un truc qui sépare. Oui. C'est tout est c'est immersif, mélangé, quoi, en fait. ouais, Ouais. Ouais, c'est déambulatoire, c'est... Non, c'est... les gens adorent. Enfin,
et les gens savent pas trop tu à quoi s'attendre. T'en as qui s'interposent quand vu qu'il y a des scènes de baston, mais les gens ils comprennent pas. Il y en a ils confondent la réalité avec la fiction, quoi, parce que comme il y a pas de distance. C'est ça qui est... Si vous leur dites pas aussi que c'est des acteurs, ils peuvent pas savoir. Quand t'as un mec de 2 mètres avec un bras robotique et que tu vas voir Terminator, tu sais que... Moi, j'ai participé à ça. Et qui cherche Sarah Connor, tu te dis, je suis pas Vous connaissez pas. Moi, j'ai participé à ça à New York au Sleep No More. Ah oui, complètement inspiré. Ok. Qui est quelque chose entre Lynch et American Horror Story, quoi. Ah oui, d'accord. Et justement un truc déambulatoire dans un hôtel particulier à Manhattan. Un Shakespeare, c'est ça? Oui, c'était Macbeth, je crois, de mémoire. Putain, et en fait, tu déambules. Je l'ai fait 2 soirs de suite tellement j'ai trouvé l'expérience incroyable. Et en fait, tu fais jamais 2 fois le même trajet, donc jamais 2 fois la même pièce en tout cas. Et c'était, ça m'avait un peu retourné. C'est très, oui, c'est ça. Ouais. C'est très différent de ce qu'on connaît, quoi. Donc. Mais il y a des gens, enfin vraiment, quand je disais qu'il y a des gens qui confondaient la réalité et tout, comme tu disais, quand il y a des bagarres, les gens ils veulent venir. À la fin, il y en a qui pleurent. Parce qu'en fait, c'est de la pure émotion dans ta gueule, quoi. C'est quand Tu nous mets 10 places Allez, tu régales là, Arthur. Pour voir tous. Non, mais c'est quand en 2023 on sait pas encore. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est incertain. Ok. Ça dure combien de temps d'ailleurs? L'expérience, elle dure 3 heures. Okay. Mais franchement, la première heure, elle est un peu... Les gens, ils captent pas trop. Parce qu'il y a un bar. Tu vois, tu sais pas trop si t'es en soirée. Et après, au bout d'une heure, il y a toutes les scènes un peu iconiques qui se lancent. La trame du film qui se suit. Et là, les 2 heures, elles passent archi rapidement. Enfin... Du coup, Julien, t'as rien vu? Si. Je lui avais envoyé. Ouais. Oui, j'étais pas à la projo, mais j'ai quand même vu. J'ai vu le projet, bien sûr. Ouais. Mais toi, Julien, tu fais quoi en fait dans ce projet? Qu'est-ce que je fais dans ce projet? Alors du coup, j'ose plus parler. J'ai l'impression qu'on se garde des cartouches avec. On peut y aller ou pas? Non, vas-y, balance. Okay. Balance. Non, moi j'ai joué une journée. Je jouais Quentin Dupieux. Ah oui, bah voilà, ça s'explique. Quentin Dupieux, jeune, hein. Oui, c'est vrai qu'on a. Même si finalement, j'ai pas tant de différence d'âge avec lui, mais j'ai mieux vieilli, je pense, que Quentin Dupieux. Ah, vous avez quand même une différence d'âge, il est quand même... Pas tant que ça. Il a quel âge, Quentin Dupieux? Je sais pas, il doit avoir 50 ans. Moi, j'en ai pas beaucoup moins. Je pense qu'il y avait moins. Ah, tu fais quand même tellement... C'est incroyable, tu fais pas du tout ton âge. Hein. Mais attends, mais si tu l'as pas vu, moi, je peux mettre... moi, je l'ai pas vu du tout. Moi, mais t'étais à la projo, Maxence. Ah ouais Ah bon? Très touché. Il a fermé les yeux à ce moment-là. Ça prouve que ma prestation était... Je m'en rappelle, mais forcément la tête... C'est un des meilleurs moments de la série. C'est un des meilleurs moments de la série, merci. Non, mais c'est intéressant. Peut-être que tu te somnolais à ce moment-là. Si, mais je m'en rappelle très bien. C'est au 3e rang, c'est proche, 3e rang. Oui, bien sûr, mais je m'en rappelle très bien. Mais après, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Bah ouais, non, c'est... Excuse-moi, c'est pas toi qui courais derrière un mec déguisé en Terminator ce matin? Hein? Bah non, pourquoi? Mais si, c'était toi. Ah, j'ai trouvé ça déjanté, j'ai adoré. J'étais avec des potes, on marchait, et puis à un moment donné, je me suis arrêté et je t'ai pris en photo. Hein? T'es dans le ciné un peu absurde, c'est ça? Ouais, non, je réalisais pas, c'était... Non, en fait, j'étais pas là. Attends. Je te rassure, j'ai trouvé ça génial. Je suis dans le ciné, moi aussi. Je fais de la musique, tout ça. J'ai un projet de film en ce moment. C'est l'histoire d'un pneu qui se met à tuer des gens. Ah ouais, trop sympa. Enfin bref, je cherche des comédiens et je vous verrai bien, toi et ton pote, dans ce film. Ouais. Des pneus, quoi, pour jouer des pneus, quoi, c'est ça? Attends. Ma carte. Quentin. C'est écrit. Parce que je te verrais bien... Ouais. T'es dans le réel. Ouais. Tu m'appelles, hein? Ouais. Ok. Promis. Ouais. Et bah maintenant je m'en souviens. Mais en fait c'est ça. C'était la cascade. Trop facile. En vérité c'était la cascade, je te jure ça. Toi t'es le genre de mec quand tu vois les codes du loto s'afficher, tu dis ah c'est bon. Mais oui, c'est ça, c'est cela. Ouais. Non, c'était marrant, ouais. Mais t'avais créé des répliques en plus. Enfin, moi je me souviens. Ah oui. Je suis dans le réel. C'était pas du tout. C'est toi qui as créé ça. T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, peut-être, ouais. Oui, non, mais t'avais apporté ta touche. On était bien, moi j'étais bien sur son âge, j'étais à l'aise, c'était cool. C'était bien à faire. On avait vachement froid. Toi t'étais là aussi. En fait, on a fait ça dans un squat, un atelier d'artiste, un squat qu'on nous avait gentiment prêté dans le 12e. 12e, ah oui. C'est un truc vraiment au rez-de-chaussée qui donnait sur la rue, quoi. Et on était en novembre. Et genre, il y avait un radiateur comme il y a ici, là, dans le studio, mais... Tout le monde n'était pas habillé. Ah oui, parce que du coup, ouais. Ah oui. Mais attends, mais j'ai la tienne aussi. Et c'est pourquoi cette technique est la plus répandue pour réussir à aligner les 26 éléments du Rubik's Cube.
Parce que c'est pas moins de 43 puissance 18 combinaisons qu'il existe pour le résoudre. Et c'est sans doute pour ça que ce casse-tête inventé en 74 par Erno Rubik est le plus connu au monde. Et toi? T'as déjà réussi à le finir? Oui, facile. Expérience. Aujourd'hui, j'y arrive en 44 secondes et 10 centièmes. Enfin, 46 secondes si la pression atmosphérique de la pièce est trop élevée. Waouh. T'es vraiment quelqu'un de... spécial. Merci. Tu sais, le plus important dans un casse-tête, c'est pas de réussir à le finir. C'est le cheminement. C'est ce que ça provoque en toi. Et ça ne s'oublie jamais. Enfin, si t'arrives à le terminer, c'est mieux. C'était fait exprès la chemise? J'ai jamais remarqué. Qu'est-ce qu'elle a la chemise qui rappelle le... Ah, qui rappelle le Rubik's Cube? Non, oui, non. bien sûr, c'est fait exprès. Et ouais, complètement, ouais. Non, en vrai, on n'a pas du tout le budget pour le terme fait exprès sur cette série. Non, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que de toute façon, il est là, c'est le vrai Rubik's Cube que tu avais dans la série. Et je dis ça comme c'est un. 300 euros, on en est à 300 euros. Appelez-nous tout de suite si vous voulez enchérir. Il est dédicacé. Non, mais par contre, il y a la chemise, mais en fait, il y a une autre séquence où il y a. En fait, le fond, la tapisserie, c'était une tapisserie Rubik's Cube en fait. On n'est pas du tout prévu et on dirait que génial. la déco a fait un truc incroyable. Et... Je me demande si on pourrait encore séduire avec un Rubik's Cube aujourd'hui. C'est compliqué. Ouais, c'est quand même pas... Suite à la série, j'ai quand même mis à l'épreuve cette technique et c'est compliqué. Ça marche pas, ouais. Compliqué. Faut se dire que c'est pas le résultat le plus important, c'est le cheminement, quoi. Ouais. Exactement. Ça, c'est toi aussi qui l'as ajouté. C'est à cette réplique-là qu'elle parte, généralement. C'est Macron, enfin c'est un truc de Macron ça que t'as mis. Quoi? Le cheminement. Pas du tout. C'était pas dans le script. Hein. Ah bon? Non mais moi je trouve ça très drôle. Mais oui. C'est le cheminement. Ça c'est un truc de Macron. C'était Macron, ouais. C'est violent. Je m'en souviens pas du tout. Pourtant ça te ressemble assez bien. Hein. Vous avez quoi comme film qui vous a vraiment genre marqué de ouf dans les années 90 C'est un peu cucu de dire ça, mais... mais je pense à Bernie de Dupontel, mais je sais pas si c'était 90. Si, c'est carrément 90. 1000 fois là-dedans, taré. signé, re-signé, tu vois, l'esthétique pourrave des années 90 en version, mais hyper crue, hyper tarée, hyper directe. Attends, ça va bien avec ton univers, hein, ça va être ça. Effectivement. Mais c'est assez perturbant si tu le vois trop jeune, Bernie. Hein. Oui, je pense, moi je l'ai vu au lycée. Ouais, c'était les coups de pelle, là, les coups de... Après, il bouffe l'oiseau et tout ça. Ouais. J'ai revu une bande-annonce, c'est cru, putain. C'est hyper... Puis il fait tout le temps gris, en plus. Et genre, en 94, il y a eu un mec qui a été dans 3 films. Un en janvier, un en juillet et un en décembre. Et les 3 films ont explosé le box-office, chacun individuellement. Et tout ça, c'était la même année, 94. Est-ce que vous... Bruce Willis? Non. Et on le connaît tous, ces 3 films ont... C'est genre c'est une trilogie, c'est les 3 mêmes? Non, pas du tout, c'est 3 films différents. Il les a fait. Ou américain? Non, américain. Et ça a tout dégommé en Tom Cruise? Samuel Jackson? Non. Je sais pas. Attends, j'ai envie de comédie. Eddie Murphy? C'est pas... Quand je veux dire, vous allez faire... Jim Carrey. The Mask. Ah ouais, alors maintenant, dans l'ordre. On va trouver, attends. Bon, en tout cas, listez au moins les 3. Alors. The Mask? Ouais. Oui. T'as dit des trucs hyper différents? Ah bah c'est des comédies. Ah, c'est quoi Dumb and Dumber et tout? C'est la même année? C'est carrément la même année. Tiens, c'est la même année. Et le 3e? Le 3e... Ace Ventura. Ça n'a pas si bien marché que ça. Si, ça a soufflé, c'est ça. Ace Ventura. Bravo Julien. Bravo Julien. C'est la même année. J'avoue que moi j'ai vite fait... Enfin en fait je ne pensais pas à ça, mais c'est la même année quoi. La même année, c'est complètement dingue. Fabuleux Jim Carrey. Mais incroyable, enfin nous qui sommes relativement tous nés... T'es 89 toi peut-être? 88. Mais sinon, enfin, je sais pas, ça nous a. Je sais pas qui est le plus jeune là. Moi, je crois que c'est moi le plus jeune. Ah ouais? Ouais. T'es de quelle année? John Connor, bah 2015, il a lu. Voilà, je suis né dans 2015, ouais. Je suis très jeune. Non, je suis né en 96. Ah bah ouais, je suis moi aussi. Je suis 96. Ouais, ça va. Ça va. Tu t'es foutu de ma gueule tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, genre Jim Carrey. Je cultive ma jeunesse, attends. Mais Jim Carrey et tout, quand même, ça va. Ah oui, The Mask, moi, c'est avec mon frère, c'était des crises de rire devant la télé. C'est vrai. Puis Cameron Diaz aussi, son premier rôle. C'est vrai. The Mask en VF, on est d'accord à l'époque. Oui, c'est incroyable. Ça n'existe pas la VO de toute façon. Emmanuel Curtil. Vous avez le film en français direct, même aux États-Unis. Sur la VHS. Bah ouais, ça s'est perdu aussi. Enfin, c'est pas que c'est perdu, mais c'est vrai que la VF a une valeur de ouf, quoi. Moi, c'est les souvenirs de Cinoche qu'on a de VF.
Rocky en VF. C'est mieux. J'entendais Astier qui disait ça pour les Dents de la Mer, je crois. Qu'il préférait, ouais. Bah, on a vraiment un souvenir auditif, quoi, qui est lié à ça, quoi. Mais alors du coup la fameuse question c'est est-ce que c'était mieux la VF à l'époque ou est-ce qu'aujourd'hui c'est juste qu'on s'est déshabitué de la VF Bah non mais parce qu'en fait aujourd'hui quand tu regardes un film en VF ça semble irregardable, enfin en tout cas pour nous qui regardons tout en VO, et donc j'arrive pas à savoir en fait si c'est vraiment moins bien. C'est parce qu'on a vieilli, je pense. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude aussi, comme tu dis, on a complètement perdu cette habitude de regarder les trucs en VF et notre cerveau s'étant habitué à la VO. C'est presque la honte, ça c'est compliqué aujourd'hui je sais pas si c'est que ça en fait, aussi comme il y a maintenant ils font des versions internationales, tous les films sortent dans le monde entier exactement la même date. Avant ils avaient des mois et des mois pour doubler dans les différentes langues parce qu'ils sortaient les films quand ils voulaient en fait, parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas le piratage, il n'y avait pas tout ça, et donc je pense quand même qu'ils prenaient plus de temps pour doubler à l'époque qu'aujourd'hui, mais je sais pas, c'est pas... Mais cela dit, pour l'anecdote et aussi pour nous aider à comprendre cette problématique, c'est quelqu'un qui m'avait raconté qu'il y a un mec en gros dans Paris qui s'occupe de tous les doublages français, quoi. Enfin un peu le mec, un studio, voilà, un mec qui est un peu le plus fort là-dedans. Et c'est un mec mais complètement aigri. Et paraît-il, alors moi on me raconte qu'il paraît-il est complètement aigri, et de toute façon sa politique, ce qu'il répète très souvent, c'est de toute façon ce qu'on fait c'est de la merde, chaque phrase qu'on dit c'est jamais crédible à l'écran, donc voilà. Et c'est même, il était là déjà dans les années 90. C'est le même gars. Parce que finalement la question reste ouverte, je sais pas. C'est un comédien qui m'avait une fois raconté ça. Donc, après, et donc tu travailles avec lui ou Et toi d'ailleurs t'as jamais fait de doublage ou de voice-over ou j'ai fait des fictions radio. Fiction radio, pour Arte, puis film d'animation un peu court-métrage. J'ai passé les castings pour, mais j'ai pas... Et ça te brancherait, toi? Enfin, je sais pas, de doubler un film... Bien sûr. Ah ouais, à mort, bien sûr. Même si c'est de la merde... à fond, direct. Au moins, pas de pression, quoi. C'est comme le rêve, quoi. Enfin, là, j'ai un petit extrait du doublage de Dumb and Dumber, si vous voulez voir. Ah oui. La voiture. C'est énorme. Dites, est-ce que vous allez jusqu'à Davenport? Non, c'était pas mieux avant. Clairement. De quoi, le doublage? Ouais. Vous savez, on ne prend pas les stoppers d'ordinaire. Non, c'était pareil, ok. Mais je retire ce que j'ai dit. Je crois que je vais suivre mon instinct cette fois-ci. Allez, saute, mon grand. Chat. Chat percé, j'ai gagné. C'est la triche, chat, t'as triché. T'es pas perché, chat. Non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Non, tu l'as pas. On n'a pas le droit de se percher dans un camion. Ouais, j'ai le droit de me percher où je veux. On est dans un camion. On n'a pas le droit de se percher dans un camion. On n'a pas le droit de se percher dans un camion. On n'a pas le droit de se percher dans un camion. Arrêtez! Ça suffit! Hé, le bruit le plus agaçant du monde, tu connais? Arrête! Jim Carrey, ouais, c'était. Ah non, moi j'aime beaucoup, mais j'ai découvert plus tard, quoi. Ok. Plus tard. Food Irene, ce genre de truc. J'ai découvert tellement tard. Food Irene, c'était les années 2000, ça, plus. Mais ça avait bien marché aussi. Toi, Quentin, c'est plus courtement. Oui, c'est vrai en plus. Oui, voilà, les années 90, pour moi, c'est courtement. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis passé à côté des trucs. C'est courte manche, c'est une espèce de Jim Carrey québécois. C'est l'humoriste québécois, ouais. Voilà. Et c'est quoi ça? Il fait le bébé, il fait plein de sketchs où il fait un bébé, c'est ça? Oui, bébé, le golfeur, le western. Bon, truc à sketch, quoi. Exactement. Je connais pas bien moi ça pour le coup. Mais c'est vraiment, c'est un Jim Carrey à la française, quoi. Enfin, à la canadienne, ouais. Il y avait un truc avec tête à claque et tout. C'était les années 90 ou 2000, ça? Non, c'était 2000, ouais. Au collège, moi j'étais au collège. 2000, c'est le début de l'hébergement des vidéos sur internet. En fait, ils avaient leur propre site. Oui, c'est vrai. Ils hébergeaient sur leur site. Exactement, ouais. Du coup, t'allais sur têteaclaque.tv et t'avais leurs vidéos. Et après, il y a eu. Ça a bien marché, je crois, ça quand même. Ah ouais, c'était drôle. Tout le monde regardait à l'époque. C'était super drôle. C'était incroyable. C'était. Puis après, il y a eu Marly Gaumont. Enfin, tu vois, il y a eu le début des vidéos comme ça qui ont. Un peu virales et tout. Des vidéos virales. Ouais, Tête à claque, c'était assez ouf, ouais.
17h passées de 4 minutes, vous êtes sur Artus TV et on va parler de rétro. Bonjour. Bienvenue. Je me faisais la réflexion, quand tu vois que quelqu'un sait parler dans un micro quand il a le poignet cassé, tu vois. Ah. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Ah oui. Ça va bien, Louise? Bah ça va bien, Louise et vous Loeb donc? Ben ouais. Attends, toi, t'avais rencontré que David déjà. T'avais jamais rencontré On Maxence. s'était jamais vu, ouais. Jamais. Non, je n'avais jamais rencontré Maxence Dubosc. Parce que pour rappel, donc Louise est comédienne et t'as été là juste sur une journée pour faire une super assistante script. Ah oui. C'est ça. Exact. C'était quand même une séquence importante, on a eu du mal à l'organiser, on l'a reporté 3-4 fois, c'était le décor le plus difficile à trouver. Et le casting aussi était compliqué, parce qu'on voulait des profils aussi... Puis on pas beaucoup de texte, mais on voulait quand même des éléments forts. Et... On l'a fait sans autorisation, je crois, de tournage sur... Si, celle-là, on avait une autorisation. Ouais, c'était rigolo. Je garde un très bon souvenir, tu vois, de cette journée. Avec une super équipe. Je jouais l'assistante d'Alice Lobel, qui joue Céline Sciamma. Céline Sciamma, je ne sais pas dit officiellement, mais elle s'appelle Céline, elle est apprentie réalisatrice. Ouais, et j'en garde un sacré souvenir très sympa avec vous deux qui faites un remake de Terminator. Et j'ai l'impression que c'est des personnages un peu kitsch, hein. Et puis il y a cette réplique culte. C'est quoi déjà sa réplique à la réal? C'est ah si ils sont complètement cons. Non mais là ça va pas, là il y a rien qui va. Excusez-moi les garçons, hein, c'est pas contre vous. Hein. Enfin, faut quand même. Faut qu'on réfléchisse quoi. Louis, tu peux pas laisser passer les gens dans le champ. Il y a quelqu'un qui passe, tu peux pas le laisser. C'est Totally d'accordo. Ça va, toi, ça s'aime plus? Non, ça va, mais par contre, je vais arrêter en fait de faire la figurante là. J'ai passé leur temps à me tuer. Combien de fois ils m'ont tué là? Pourquoi? C'est ridicule. Et oh, on s'en fout là. C'est juste un exo pour savoir si on peut tourner une scène d'action. Dis-moi Céline, j'avais une petite question à te poser. Les comédiens, ils sont pas un peu cons? Mais non, ils sont pas un peu cons, non, je pense qu'ils sont très cons. Ouais. La prochaine fois qu'ils me butent, je le défonce, Terminator. Tu les avais trouvés où, toi, déjà? Ils mixaient dans une soirée d'anniversaire. Que deviens-tu sinon? Parce que écoute, je deviens. Tu deviens quoi? Oui. Tu joues dans quoi? Alors, si tu veux, je peux te le faire. On va éviter cet accent qui a quand même une histoire compliquée. Allemand. Oui. Écoute, qu'est-ce que je deviens? C'est une bonne question. Là, actuellement, j'ai fait un super projet. Je rebondis parce que tout à l'heure, vous parliez avec Quentin et toute la table 2. Vous parliez du voice-over et du doublage. Et figure-toi que là, je viens d'enregistrer une série audio pour enfants qui s'appelle Lulu et Doudou, qui va sortir le 21 décembre sur les plateformes. Ouais, ça t'a plu, l'enregistrement audio? J'ai adoré. C'est pour ça, là, on te sent quand même très, très, très à l'aise. Hein. C'est trop agréable. C'est la première fois, en plus, que je fais un podcast, une ITW, une interview. C'est vrai? Ouais. Pourtant, tu fais pas mal de projets, non? J'ai l'impression, Ouais, carrément, mais c'est la première fois. D'accord, bienvenue, c'est trop bien, je suis content. Et c'est une belle première parce que vraiment j'ai kiffé travailler avec vous, vraiment. Et dans Rétro, je me souviens quand je fais la script, j'ai ce chrono, il y a Louis, il y a un ghetto blaster dans l'épisode, je crois, et il y a vraiment le sens du détail dans chaque épisode. Et je tiens à dire bravo à toute cette équipe parce que c'est une petite Madeleine, aussi bien pour ceux qui sont nés dans les années 90 que pour ceux qui les ont pas connus, qui sont nés dans les années 2000. Peace, tu vois, chacun sa galère, mais voilà, c'est une petite immersion et c'est vraiment une belle petite série nostalgie. Ouais, et d'ailleurs, tu n'en as pas parlé, Raph, mais il y a une marque de voiture qui nous a contacté C'était pas Peugeot, justement. Sur Instagram. Oui, c'est Renault. Ils ont fait un truc vintage Renault pour fêter leur anniversaire et ils nous ont contactés. Mais c'était pas pour grand-chose. En fait, ils nous ont juste volé une photo, tout simplement. On a pris une photo de la série où on est devant la R5. Dans une zone Indus, et c'est une photo qui a vraiment une patte vintage. Et du coup, ils nous ont dit ouais, on fait un truc. Je fais waouh, vous donnez combien? et ils ont dit mais non. Du coup, j'ai dit oui. Et puis c'est sorti dans un carré comme ça sur le journal, je sais pas quoi. Et sur dans Instagram. Certains garages de France. Dans un garage de France, ouais. Ah, c'est cool. Mais c'est clairement de la
de l'utilisation. Voilà, en fait, ils faisaient un concours. Mais bon, ils récupèrent les photos des gens pour les mettre dans leur. Pourquoi pas, c'est mignon, c'est gentil. Ouais, donc on a une photo, on pose c'est rigolo. 5. Alors à celui ou celle qui trouvera la photo dans le garage de France, il pourra peut-être avoir ou elle pourra peut-être avoir un rôle dans la prochaine série, la prochaine saison. Qui se tournera dans 10 ans. Qui se tournera uniquement si on a du budget. On ne tourne rien si on n'a pas de budget comme on a fait là. Ouais. Pourquoi est-ce que tu me pourchasses, hein? Tu en as eu après ma mère, et maintenant, c'est à moi que tu en veux, c'est ça? Tu n'es qu'un robot composé que de composants électroniques, sans âme. Je ne te veux aucun mal, John Connor. Tout ce que je veux, c'est cette cassette que tu as dans ta poche droite, et qui détient la clé de la survie de l'humanité. C'est ça que tu veux, c'est ça, hein? Je ne te veux aucun mal, John Connor. Tout ce que je veux, c'est cette cassette... Je t'ai déjà dit. Enchaîne. Si tu veux la chercher, alors viens. Je n'ai même pas peur. Je ne connais ni la peur, ni la douleur, ni l'angoisse du temps qui passe, ni la peur. Alors viens, démon. Bon bah c'est bien, putain, on est nombreux. Ouais, si j'avais eu plus de sièges, franchement j'aurais fait une table plus grande encore. Et donc oui, on se gelait les couilles. Et c'est ça, c'est ma reprise. Pour moi, c'est la fin de... et quand on y fait attention, ça se voit un petit peu, mais la pire scène, c'est la station-service. Mais toi, ça se voit sur toi. Si vous regardez la série et que vous fixez David sur la station-service, tu vois des gens tout à fait normaux. C'est pas l'image qui est troublée. Tu vois David à côté. Qui tremble. C'est vrai que c'est une des particularités que le tournage a pris pas mal de temps. Il y a eu certaines scènes qui arrivaient au milieu et qui ont été tournées bien après. Et donc c'est vrai que heureusement il y a eu un bon travail de script. Mais ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas quand on regarde. Du coup, est-ce qu'on peut parler de ce CD? Apparemment, ça vient de chez toi. Parce que je vois qu'il y a des choses sur la table. On a tous des 100% discothèque. Hyper ringard de notre enfance. Compilation Casimir. C'est ok. Mais ouais, c'est okay. Surtout celle-là en fait. C'est un remix des Visiteurs qui s'appelle C'est ok. Et avec vraiment la voix de clavier. N'importe quoi. Et vraiment années 90 à mort, mais dégueulasse. Et ça s'est vendu. Hein. Ça s'est vendu. On peut pas écouter? Moi je peux te le mettre, mais t'as vraiment les lecteur de disque. Tu veux vraiment écouter ça? Moi je n'osais pas demander, mais oui. Mais moi je veux écouter moi. On a le super tube C'est ok avec. Tu veux voir le CD? Belle transition après Oasis. C'est quelle année ce truc? Oh putain. Mais c'est incroyable. Imagine il passait ça en boîte. Mais bien sûr que ça passait en boîte, c'est sûr. C'est sur la compilation 100% discothèque. 93, oui, putain. Voilà, j'espère que ce sera un beau souvenir à rapporter chez vous. Merci beaucoup. Mais ça existe encore ce genre de truc, parce que je crois que j'ai vu ça. Tu parles d'un CD? Alors le CD, oui. Non, mais il y a des compilations un peu nulles comme ça, tu sais, genre 100% discothèque. Mais c'est dur à trouver. Je pense que ça existe toujours. Mais si tu veux me faire, moi franchement ça fait plaisir. Si tu trouves des trucs comme ça, mais je suis preneur. Mais aujourd'hui on n'en rit pas, mais on en rira dans 30 ans quoi. Juste mais des compilations avec des tubes de d'aujourd'hui, ouais. Ah oui, les compilations énergie. Summer été 2022. Oui, voilà ça je veux dire. Bien sûr qu'on achetait quand on était au collège quoi. Non mais il y a les minicums aussi, ça c'était bien. Ah oui. Oui, minicums. Ouais, minicums c'est un autre niveau quand même, c'est au-dessus. De toute façon on n'écoutait pas, enfin je sais pas, vous écoutiez des trucs bien. Et dans les années 90? Ouais. Ah bah, non, mais toi, t'es tout petit peu plus âgé. Hors concours. Bah ouais, moi je trouve qu'il y a des trucs des années 90, je trouve que c'est des années merveilleuses en musique. Mais t'as de la chance parce que t'étais déjà plus J'étais grand ado, que nous, ouais. Donc t'avais du recul. Oui, parce qu'en réalité, nous, nos références, c'est plus début 2000, parce que moi, je suis né en 91, donc les années 90. C'est quand même du FL65 et des trucs comme ça. Hein. Attends, il y a la Britpop quand même. Avant d'écouter FL65, parce que les journalistes anglais passaient par Laurie, quoi. C'était pas dégueu quand même. Mais moi, la Britpop, moi je voulais en parler, c'est sûr, mais nous. Toi, t'avais Pulp, t'avais Blur, t'avais Oasis. Moi, Blur et Oasis. Ah oui, j'ai connu ça. Bien sûr, c'était beaucoup plus tard. Ah oui. Quand t'as. Oui, mais moi, par exemple, j'ai vu Blur en concert en 94, par exemple. T'as une chance folle pour ça. Donc ouais, j'ai l'air un peu vieux là, mais. mais c'était des années. Moi, je me souviens que il y avait toute la fin du grunge comme ça, non pas la fin, le début en fait, au début des années 90. Puis il y avait tout la scène shoegaze, les My Bloody Valentine, Ride et tout ça. Les trucs anglais un peu, voilà. Et puis il y avait la pop anglaise qui arrivait, quoi. C'était Tony Blair aussi, les élections.
Et d'un coup, il y avait les travaillistes, c'était Oasis et Blur. Ouais, c'était, moi, j'ai vraiment. Quelle année déjà? Tu veux dire ma naissance? Oh, c'est pas très intéressant. C'est les années 70, quoi. Est-ce qu'on twerkera encore dans 25 ans, tu vois? Est-ce qu'on quoi? Twerkera. Mais non. Est-ce qu'on twerkera encore dans 25 ans? Peut-être que c'est hyper connoté de notre génération, tu vois. Je sais pas comme comment ça l'a imaginer été. notre génération vieux, hein, franchement. Ce sera jamais Les vieux. gens voudront avoir eu 14 ans en 2022, qui sait. Oui, bien sûr. Moi, je sais pas trop. Mais l'histoire se répète. J'ai un petit doute quand même. Vous avez eu de la chance, vous avez connu le Covid, vous. Nous, Ah non. ouais, c'était une époque incroyable. Mais après, aujourd'hui, tu disais, Kéral, mais le rap, aujourd'hui, c'est l'équivalent du pop-rock des années 90. C'est... 2000, hein. Dans quel sens? Dans le sens d'espèce de domination, on n'entend pratiquement que ça, si tu veux. Oui, mais complètement. Et ça a démarré il y a quoi, il y a 4-5 ans? Moi, je me souviens, il y a peut-être il y a 10 ans encore, RTL2, c'était RTL2, la radio pop-rock, tu vois. Maintenant, c'est plus le cas, quoi. Mais... C'est vrai que ça a basculé. Après, libre à nous de ne pas écouter la radio. D'ailleurs, Europe 2 revient. Oui, mais pour que tu aies une radio qui soit centrée sur pop-rock, c'est que le genre musical en lui-même fait que c'est quand même un truc qui est écouté par beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, ça a shifté. Mais c'est des phases. C'est le rap, quoi. Oui, c'est des phases. Ça peut revenir. Peut-être que le reggae va revenir là demain, on ne sait pas. Ah bah ouais, ce serait fou. Le rock. Il n'y a pas longtemps, je suis partie au Liban, donc ils n'ont pas les mêmes... Enfin, les tendances sont pas exactement les mêmes que nous en cette période. Et dans les bars, ils passaient énormément de rock, mais de rock à l'ancienne, Green Day, des trucs. Et ça m'a fait très très bizarre de me retrouver dans une ambiance sonore complètement différente de celle qu'on a en France, où ils passaient ça comme si c'était hyper cool, quoi, là. C'était rigolo. Ça revient chez nous un peu. Enfin, de manière générale, le rock, il revient vachement, quoi. Les groupes de rock. Ouais, alors moi je suis allé voir. Bon, après, les jeunes, quoi. Je suis allé voir. Je suis allé voir Sum 41 et Simple Plan en concert avec mon meilleur ami, parce que c'était les groupes qu'on écoutait. C'était pas moi son meilleur ami. On écoutait quand on est lycée. C'était un espèce de truc un peu revival. On a dit allez vas-y, on y va, ça va être marrant et puis ça peut être que positif si tu veux. Et on s'attendait, on se demandait justement si on allait voir des jeunes. Pas du tout. C'était que des gens de notre âge, parfois avec leurs gamins. Regarde mon fils. Ça nous a foutu un coup de vieux, tu vois. C'était la bonne époque. Et voilà, je regrette rien. J'ai passé un très bon moment. Mais... T'es né quand, toi, Raph? En 96. Donc effectivement, t'as quand même un peu connu. Bah, peu, voilà. Quel souvenir tu gardes Pokémon. Grave. Les années 90 quand même. Mais vous êtes beaucoup, parce que moi, Pokémon, je suis complètement passé à côté. Les billes sinon. Ouais, les billes, mais petits. Ah, mais moi, par exemple, j'ai arrêté là, à 30 ans. J'ai passé 3-4 mois à ramasser les glands de chêne dans le pelouse pour pas que ça abîme les lames de la tondeuse. Et à chaque fois, mon père il me donnait un petit peu d'argent. Et avec cet argent, un gros sac en toile avec que des pièces jaunes à l'intérieur, j'ai pu m'acheter ma première Game Boy, la Game Boy Color jaune avec la version jaune Pokémon. Bravo. En ramassant des glands que j'ai toujours. En ramassant des glands. Chacun sa technique. Une belle anecdote, je trouve. T'as jamais fait ça? Je trouve ça touchant comme anecdote. Ramasser des glands. La vie des riches. Si, j'ai dû ramasser des glands. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de ramasser David, c'est Cosette, hein. Vas-y, t'en racontes d'autres. Et après, on en faisait de la farine. Il vend ses chaussettes pour acheter des pâtes et tout. Cela dit, dans les années 90, j'ai ramassé du blé pour m'acheter une guitare. Ah, bah voilà, comme quoi. Tu vois, finalement c'est pareil. On est sur deux. Tu ramasses des glands pour t'acheter une Game Boy et moi je ramasse du blé pour m'acheter une guitare. Moi je vendais des faux cigares. Je roulais des faux cigares avec des feuilles et je les remplissais de la barbe de maïs là. Je les vendais à mon grand-père qui était super sympa et qui me disait « Ah oui, merci beaucoup, je l'achète. 1 franc !» Je vendais à mon grand-père. Ouais. C'est avec ma sœur. Ouais, ça me fait penser, mon grand-père me disait nous on roulait des feuilles de maïs et puis on les fumait, tu vois. Bah, c'est parti et de là. Gitane maïs, c'est pas juste le nom, hein. Ouais, puis tu vivais jusqu'à 35 ans. C'était une super époque. Bah, il est toujours vivant, écoute. Ah, pardon.
Non, mais j'ai un peu envie de parler de vous quoi, maintenant, parce que, comme je disais au début, vous avez des profils tous très différents, quoi. On a musicien, compositeur, réalisateur, un comédien, on a script, on a chef-op, et d'ailleurs qui avait un parcours très différent avant de devenir chef-op. Donc c'était aussi l'envie de parler de tout ça, de voir comment ça se fait qu'on s'est retrouvés, à quel moment on s'est retrouvés. Finalement, Max, c'est assez récent. Enfin, à la base, tu étais un ami de Kevin qui était dans Artus et David, et en fait, tu nous as dépanné sur des premiers tournages. En fait, tu as donné de ton temps pour des premiers tout petits tournages. De toute façon, ça commence souvent comme ça hein, dans ce truc-là, c'est que tu commences par dépanner des gens, faire des petits trucs à l'arrache, et puis après, tous les gens avec qui je bosse aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai fait des trucs à l'arrache au début, je pense. Après, particulièrement, toi, tu donnes toujours de ton temps, enfin, peut-être un peu moins qu'avant, parce que tu disais, mais... Ouais, enfin, je pense que tout le monde fait un peu ça, quand même. Enfin, je sais pas... Ouais, c'est pas tous. T'as des profils, justement, des postes que t'as, le mec qui gère le son, le mec qui gère l'image, de continuer à être à l'écoute et à donner de son temps pour des projets plus ou moins rémunérés ou pas du tout. Après, c'est cool, en fait, tu rencontres des personnes, tu découvres des nouveaux projets, tu fais des trucs que t'aurais jamais fait par toi-même, donc c'est plutôt intéressant, et je sais pas, pour l'instant, je m'en lasse pas, donc c'est cool. Trop bien. Et donc, tu as été le chef-op là, sur toute la série. Donc, sans toi, il n'y avait rien. Parce qu'il faut savoir que c'est son matériel qu'on a utilisé aussi. Donc, Max, c'est un chef-op qui est équipé, qui a de quoi vraiment tourner en quasiment toutes circonstances, quoi. Ouais, un peu à l'arrache, mais... c'est sûr que tu n'as pas du matos de ciné. Tu as des boîtiers Sony, mais Mais le rendu est hyper... oui, et puis c'est surtout... il a le talent, il a le matos, et... Quand même... Ça me gêne un peu, mais mais en tout cas, ouais, là c'était vraiment de la bidouille. Donc pour expliquer, on a tourné avec juste un A7S, des optiques, des vieilles optiques argentiques, et à part ça, la lumière c'était vraiment presque rien, quoi. Il y a beaucoup de lumière naturelle ou de lampes de jeu ou de petits trucs, et des petites bidouilles, genre 2 panneaux LED tout pourris, et puis voilà, et pas grand chose, quoi. Donc par contre, on a soigné les choses en prépa, c'est-à-dire les plans, les lieux. Il y avait énormément de travail de déco, en fait. C'est ça qui fait genre vraiment tout, je trouve, dans la série. Il y a un travail de repérage, de décor, de les rues, les intérieurs, les extérieurs, tout est. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Quand t'as pas de budget comme nous, en fait, t'es obligé de mettre la blinde sur le repérage, quoi. Ouais. Il y a le métier de repéreur aussi qui va vachement. J'aimerais bien rencontrer un repéreur. Mais je crois que tu deviens un peu repéreur. Je crois que tu deviens un peu repéreur par. Je pense que c'est des mecs qui ont la débrouille, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai toujours négocier avec les gens. Moi, je repère des trucs depuis 15-20 ans. Je repère tout ce que je fais. Des fois, un lieu peut peut-être même t'inspirer. Enfin, tu vois, tu repères un lieu, tu dis ça va me donner une idée pour faire une scène ici et tout. Oui. C'est vrai que c'est un métier dédié. C'est le lieu qui repère le repéreur. Oh waouh. Il est balèze. Oh là là. T'as la phrase de fin là, c'est bon. C'est fini, bonne journée. Oui, c'est bon, tu peux dropper ton mic. Le micro. Mais alors, Quentin, ça va bien? Bah bien, et toi? Ouais. Je suis venu te voir au théâtre avant-hier. Et en vrai, c'était même pas fait exprès. On dirait que c'est fait exprès parce qu'il y avait le podcast, mais pas du tout. Ah bah trop bien. Bah attends, ça va pas ou quoi? Je suis pas de ces gens-là. Moi je sais bien. Mais c'est très très bizarre de te voir sur scène. Bah je suppose, de voir un pote. Moi ça m'aurait fait bizarre aussi de voir un pote comme ça dans une salle de 600 personnes et tout, avec Michel Faux et Catherine Fro. Que Quentin joue donc dans Lorsque l'enfant paraît, au théâtre de l'Immeuble-Chaudière, mis en scène par Michel Faux. Et donc ça cartonne, c'est complet et tout, et surtout c'est super, quoi. C'est super comédien, super réplique, plus un univers que j'aime bien, moi qui me parle, et voilà, quoi. 7 fois par semaine, 84e je crois ce soir. Et très physique. Oui, mais c'est bien, c'est ça qu'on veut, hein. Parce que bon, si on a décidé de comédien. Non, mais c'est vrai, des fois on parle ses heures, quoi. Enfin, il y a des gens qui se moquent un peu des comédiens et de ce cliché, de machin, mais enfin, faut le faire, quoi, quand même. Oui. Notamment au théâtre, quoi, l'espèce d'horaire cliché du théâtre privé au public, de faire du mardi au dimanche tous les soirs et 2 séances le samedi, de jamais être malade et tout. De septembre à fin décembre, faut
faut le faire quoi. T'as pas de vie sociale, enfin le soir aussi, t'es absent de chez toi sur les horaires importants, enfin c'est un rythme complètement différent de tous les autres rythmes quoi. C'est vraiment, tu vas chercher, puis il y a un truc, je sais pas si toi c'est pareil parce qu'il n'y a pas de distance, mais avec le public qui change, des fois tu te dis, faut le choper différemment, je l'ai pas eu, putain, je retourne en comédie, c'est la scène d'après, je vais faire comme ça, mais en fait c'est ce comédien-ci qui est en accord avec le public, donc faut que je me foute peut-être en retrait. Exactement. C'est quand tu chopes le vivant, quand tu te remets dedans et tout ça, hein, c'est... mais bon, moi il y a une distance, donc c'est pas pareil aussi, tu vois. Alors là, en immersif, il y a cet aspect-là, mais vu qu'il n'y a pas de distance, en fait, tu peux être en train de jouer une scène où tu viens de retrouver ta mère que t'as pas vue depuis des années et que toi t'étais abandonné, et juste à côté de toi t'as un mec qui bouffe son panini et qui parle de la réunion team building avec Francis et le dossier Jacques mardi midi quoi. Enfin du coup en fait il y a un endroit où tu dois essayer de capter l'attention des gens sans la distance, donc déjà il n'y a pas le truc où tout le monde se tait et on en regarde, c'est on vit avec eux. Vous faites partie de ces comédiens, vous êtes vraiment attentifs à ça quoi. Enfin toi je pense que... et alors il y a un autre truc, c'est que sur 83 représentations c'est épuisant, et puis c'est compliqué de retrouver du vivant, de s'amuser et tout ça, et de reprendre du plaisir, de réinventer. Le seul truc qui change tous les soirs en fait c'est le public, donc forcément en fait t'es très attentif au public surtout en fait. Voilà. Mais genre puis c'est aussi une comédie, donc les rires, est-ce que c'est rit, putain ça parie pas du tout. Oui mais voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que t'as quand même un profil. Pardon, non, je te posais la question, mais tu te nourris aussi de ces rires là, non? C'est ça qui te joue pour tes relances et tout. Complètement, et puis il suffit d'une personne dans le public qui a un rire pas comme les autres, et qui en fait ça fait un effet crescendo pour les autres et ça emmène toute la salle, et toi tu sais que c'est lui qui va sauver le spectacle ce soir, et personne ne le sait, tu vois. Nous c'est ouf, hein, c'était le soir de France-Maroc qu'on y allait, et c'était blindé. C'était blindé, du coup. Les gens, ils avaient réservé leur place avant de savoir qu'on était en demi-finale. C'est vrai. Ils étaient juste tous. Ils regardaient tous le match. Nous, ça s'entendait. Il y avait aussi plein de gens qui disaient ouvertement qu'ils s'en branlaient, quoi. Du foot. Ouais, ça sent. Non, mais tu vois, il y a quand même toujours une. Par exemple, là, en l'occurrence. Ils avaient payé leur place, ils faisaient genre, mais. Attends de voir dimanche s'il sort de la finale. Dimanche, on se doute bien qu'il va y en avoir un peu moins, du coup. Non, mais en tout cas, le théâtre, les pièces qui marchent, quoi. C'est sûr, et c'est. Que ce soit dans le public ou dans le privé, quand ça marche pas, ça doit bien faire mal au cul. Mais quand ça marche quoi. Et toi, un soir de match en semaine, on était un mercredi soir. Ouais. Et c'est blindé, ça marche trop bien, ça prend trop bien. C'est un univers complètement décalé, un décor en perspective, à la Michel Faux, quoi. Un univers, un jeu aussi qui est très particulier chez Michel Faux. C'est pas chanté, mais c'est très. Tu sens qu'il y a une. Il contrôle la note, la mélodie. Sûr que Michel Faux, soit t'aimes pas. C'est catégorique, quoi. Moi, je vois très bien qui c'est, mais je connais assez mal son travail, en fait. C'est très baroque. Après, c'est quelqu'un de très cultivé, mais c'est très visuel aussi. Il y a des couleurs, beaucoup. Et c'est formel. Donc, c'est pas rare que les comédiens ne bougent pas. Puis tout d'un coup, ils aient une espèce de pause devant le public. Mais c'est de temps en temps, quoi. Il y a un aspect visuel aussi, beaucoup. Okay. Bon, en tout cas, tu nous as fait un merveilleux Benjamin Biolay. Ah ouais, archi drôle. Une seconde pour futur et tout. C'est trop drôle. Magnifique entrée en matière, tout en roulade. J'ai l'arrivée, Benjamin roule. Ouais, c'est ça. Benjamin roule. J'ai une pote qui est venue, qui a dit c'est la plus belle entrée pour un personnage quand même. J'avais jamais vu ça. Une pote cinéphile qui regarde beaucoup de cinéma. Elle dit oh putain, regarde. Là, on voit vraiment le côté sportif du métier. L'engagement physique total. C'est un sport olympique, un acteur. Regardez. C'était la première prise, celle-là. On était très contents. Avec le retournement d'assiette et tout ça, les chips on a essayé de la refaire aussi bien, mais on n'a pas réussi. C'était ton idée, très bonne idée. Pour le contexte, il faisait 40 degrés, donc tu étais habillé en cuir de la tête aux pieds, et il fallait rouler sur une colline longtemps. Alors en fait, pour pas que ce soit trop dur, quand on faisait des bouts, genre tu devais rouler les 5 premiers mètres en haut, puis on faisait un autre plan, parce que sinon...
On avait même pensé à tout. Enfin, on s'était dit, ah putain, peut-être des genouillères. Il avait fait quand même 2 longueurs, hein, je pense, au moins. Ouais, c'était chaud. Oui, mais c'était le fait de remonter tout en haut à chaque fois, c'est ça. Bon, vous avez bien préparé le truc, mais c'était marrant. C'est pour ça, je crois que tu faisais une petite partie. C'est possible. Ouais. Ce qui est drôle à voir, c'est le plan à vitesse réelle, quoi. Parce que vraiment, tu fais des gestes très rapides. T'es hyper concentré. Non, il faisait super chaud et c'était. Mais c'était le premier jour de tournage, l'après-midi du premier jour de tournage de la série, donc c'était le tout début au but de Chaumont. Mais t'as ton petit passage aussi qui est merveilleux là. Vous étiez en train de voir dans le futur ou quelque chose comme ça? Ah non, pas du tout. J'ai les yeux secs depuis 2 jours à cause du voyage dans le temps, et puis ça me fait du bien de les fermer un peu comme ça. Hier soir, je les ai fermés et puis je me suis réveillé ce matin. Ouais. On comprend pas trop pourquoi vous nous avez fait venir ici. À mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe, et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. C'est beau, hein? Ouais, c'est de moi, dans 15 ans, approximativement. J'arrive à voir dans le futur. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous ne le savez pas encore, mais dans le futur, vous aurez créé des choses artistiques et humoristiques grâce à l'internet htpweb.com. Ça sonne large, hein? Ouais, je sais. Moi, je sais tout ce qui va arriver. Je savais que j'allais la rater. T'as une vision de Benjamin Biolay qui est... Ouais, c'est vrai. On l'embrasse. Hein, mais... On l'embrasse, qui n'est pas au courant, mais il va être probablement très surpris. Non, il y a un truc dont je profitais que tu sois là quand même, parce que t'as fait la Fémis et tu viens de terminer la Fémis, et moi j'ai fait partie des gens qui ont toujours espéré y aller, j'ai jamais réussi, et Thibaut aussi a essayé, c'est un peu un rêve et tout, et moi c'était incroyable d'avoir plusieurs personnes de l'équipe qui avaient fait cette école-là. Mais tu fais comment pour entrer à la Fémis? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu as vendu? Et pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi la Fémis? Le secret. C'est quoi la Fémis? Donc c'est une école de cinéma publique à Paris. Et donc le grand secret pour y rentrer, il n'y en a pas malheureusement, désolé. Mais non, je pense que c'est vrai que c'est une très bonne école, et surtout en termes des gens qu'on rencontre. En fait, même moi, cette web série, je suis arrivé dessus via Kylian, exactement. Kylian qui était script sur la série, et c'est arrivé aussi pour beaucoup d'autres projets. C'est que c'est un super réseau. C'est un super réseau, et donc, c'est toujours des profils vraiment incroyables, quoi. Et donc c'est vrai que c'est à la fois une très bonne formation et aussi une opportunité pour rencontrer plein de passionnés de cinéma et qui travaillent sur des chouettes web-séries comme celle-ci et d'autres projets divers et variés. Après, non, comme tous les concours de grandes écoles, je pense que c'est un mélange entre un peu de préparation, un peu de culture générale, aussi qui est le jury cette année-là, parce que ça change chaque année, donc ils ne cherchent pas toujours les mêmes profils, et puis aussi une grande part de chance, ça c'est indéniable. Si on se lève du bon pied ou du mauvais pied le jour de l'oral final, ça peut tout changer. En fait, pour expliquer un peu plus, donc la Fémis, c'est jusqu'à 30 ans maximum. On peut tenter 3 fois maximum. Et il y a... alors dans l'ordre, c'est quoi comme épreuve? Alors ça a changé, mais effectivement, ça change toutes les quelques années, mais effectivement c'est un dossier. C'était un dossier d'abord, et après une épreuve d'analyse écrite, analyse filmique, dans un énorme auditorium, on est peut-être 1500. C'est ça. Et après, en fait, ils font... c'est la notation qui est particulière, en fait, parce qu'ils notent... en gros, tu as 2 notes, et ils font la moyenne de ces 2 notes. Donc, tu peux tout à fait... Enfin, nous, c'était ça à l'époque, donc tu peux tout à fait... moi, d'ailleurs, ce que j'avais eu, là, tu peux avoir un 7 sur 20 et un 14 sur 20. En fait, ils font une moyenne. Après, il y a plein de gens merveilleux qui sont pas sortis de la Fémis, quoi. Tout à fait. Je dirais que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, c'est ça, je crois. Enfin, moi, je connais pas, j'ai pas fait, mais après, il y a des gens... Moi, je connais des acteurs qui ont fait des grandes écoles et qui en sont sortis complètement cassés. Et d'autres qui n'ont pas fait de grandes écoles et qui ont fait des carrières dans lesquelles ils se sentent bien et ils sont heureux. Donc il n'y a pas de modèle, je crois. Enfin, c'est pas la panacée, c'est pas de faire la Fémis. Mais c'est pas du tout un objectif, c'est un moyen pour rencontrer des gens, permettre de faire des projets. Mais c'est pas du tout. Ça devrait pas être un objectif. Non, c'est ça. Non, mais ça reste. Bravo, quoi. Et ils en prennent combien à l'année? Alors donc il y a plusieurs départements, donc comme scénario, réalisation, montage, donc où j'étais, images, son.
décors et scripts, et c'est à peu près 6 par département. Donc des promotions d'une 50aine, en gros. Ah ouais. Bah, du coup, vous pouvez faire des super projets. Et donc toi, tu montes sur Avid uniquement. Enfin, on vous apprend à monter que sur Avid ou sur d'autres logiciels. On apprend aussi un peu les autres logiciels, mais c'est vrai que c'est Avid Media Composer qui est le plus utilisé, je dirais, en fiction, en long métrage. Ouais. Même à la télé aussi. Enfin, c'est présent. Ouais, c'est très présent et c'est vrai que c'est un des logiciels qui offre le plus de possibilités et qui est le plus carré techniquement, donc il reste quand même le leader. Donc j'ai fini en juillet et la dernière année à la FEMIS on réalise tous un film de fin d'études, donc j'ai mon film de fin d'études East Meets West qu'on est en train d'envoyer en festival, on va voir ce que ça donne. Et parallèlement à ça, donc je continue à monter. Là, j'ai monté un court-métrage à l'abri d'un camarade de promotion de la FEMIS. Et je fais aussi un peu d'assistanat de montage. Donc le montage se passait chez toi, dans ta chambre, avec un petit ordi portable et un petit moniteur. Et en fait, c'est vrai que le montage, c'est une étape où il n'y a pas besoin de plus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, moi c'était hyper intense avec une toute petite install et quelque chose de très simple et 2 personnes et chez toi. Est-ce que vous avez monté ça vite parce que finalement comme il y avait un peu de temps. Ça a pris du temps, mais c'est vrai qu'en fait ce qui est bien c'est que le premier confinement est tombé jusqu'en étant en début de montage et donc ça a permis d'avancer quand même. À ce moment-là, moi j'avais plus de temps que je n'aurais eu si j'avais eu des cours à la FEMIS à ce moment-là. Et donc ça nous a permis quand même de pas mal avancer au printemps pendant le premier confinement. Où voilà, on se faisait des envois, des échanges régulièrement, et puis après de continuer à avancer ensemble dès qu'on était plus confinés. Moi qui viens de finir un disque où j'ai mis 5 ans pour le faire, c'est quand même long. Ça va. Non mais tu vois, c'est un peu comme toi finalement, et d'un seul coup je me dis avec le recul, mais oui, c'était le temps juste, et c'est pas grave, tu vois. Si, là où ça fait mal, c'est l'ego qui voudrait que ça aille vite, parce qu'il veut vite présenter quelque chose au monde entier, tu vois. Mais sinon en soi... Moi, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi je vois ça comme une bonne nouvelle désormais. Mais... Je pense que ça dépend des personnalités des gens. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une deadline pour pouvoir sortir quelque chose parce qu'ils vont revenir à l'infini sur leur projet. De la même manière que tu évolues dans la vie et que tu changes en permanence, en fait, si ton projet est dessus avec toi en permanence, tu n'auras jamais de fin, en fait. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnalités et des gens qui ont besoin de... Oui, je dis pas le contraire. D'avoir, tu vois... T'en penses quoi, Maxence ? Ressenti, mais... Aucun avis sur ce... Merci Maxence, au revoir. Je suis désolé d'avoir plombé l'ambiance, je voulais pas du tout... J'ai fait un ricochet. Non, mais c'est vrai que c'est très vrai en montage où ça dépend des projets, c'est ça dépend en fait des réalisateurs, je pense. De chacun, de l'environnement, de la config, de la personne. Moi je pense qu'au début quand tu galères, de toute façon tu es obligé d'être dans ce mood-là. Et qu'après quand les choses roulent, parce que c'est ce qu'on nous souhaite tous, c'est que tu deviens plus exigeant et parce que, enfin en tout cas ce qui est compliqué c'est de traîner un projet en fait. Ce qui est bien aussi c'est compliqué c'est même là pour ça la série aussi, c'est qu'au bout d'un moment tu démarches, tu la lances en festival et tout et tu te dis c'est sûr moi YouTube ce serait une diffusion comme ça large gratos c'est le dernier recours quoi, c'est le plan D, E, F. Mais en fait moi ce que je ressens c'est que le pire c'est que ça sorte pas du tout quoi. Que tu traînes un projet et que ça s'appelle d'ailleurs toujours projet, pendant 10 ans t'as un projet et que du coup moi je suis un peu c'est pour ça qu'on fait le podcast et que l'idée c'est que ça sorte parce que c'est 1 heure de fiction, il y a eu beaucoup vous avez donné du temps et tout et que faut que ça sorte quoi, et puis si ça fait 20 vues, moi je m'en fous, c'est juste vu. Il existe quoi, et au moins tu t'écris autre chose. De toute façon avec Artus on n'a jamais eu d'énormes succès hein, bien sûr, mais on a eu des vidéos qui ont fait un flop monumental. Et puis on en a eu qui ont buzzé de ouf, genre Marlène Schiappa qui a été retweetée par tous les journalistes de France, tous, hein, genre le rédac chef de Rolling Stone, des trucs improbables, quoi, des gros machins. Alors quand on a fait, en plus, on se disait vraiment, putain, vas-y, on fait une vidéo pour 500 vues, quoi. Et ça a bien buzzé. Donc là, c'est pour ça, on se dit la série, au moins, on aura. Ça montre qu'on fait autre chose, qu'on a fait des parodies et maintenant on fait plus de parodies et qu'en fait on a un univers créatif et Maxence. Ah oui, on sait toujours pas. Parce que là on a fait quoi suspense pendant. Ah oui, c'est vrai, on se connaît pas finalement. Déjà, on a fait le cours Simon ensemble. Ouais, on a fait. Alors Raphaël, on s'est connus au cours Simon.
Et ouais, puis on s'est connus. Puis après, moi, je suis parti au conservatoire du 20e arrondissement. Et puis entre-temps, j'ai fait partie de l'équipe Artus. C'est là que j'ai connu David. Et puis voilà, moi, je viens de Lille, en fait. Et je suis resté 6 ans et demi à Paris. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué le métier de comédien, vous devez savoir, hein, vous qui êtes ici. C'est assez compliqué d'avoir des castings aujourd'hui. Et c'est vrai que au bout d'un moment, moi c'était compliqué financièrement et j'ai fait plein de petits boulots. Hein. J'ai travaillé au McDo, j'ai surveillé des enfants dans les écoles, j'étais surveillant. J'ai fait même du travail non déclaré. Et voilà. Et puis en fait, moi, à l'origine, j'ai fait une formation. Avant de venir à Paris, j'ai fait un BTS commercial, histoire d'assurer. On sait jamais, hein, si ça marche pas dans la vie, il y a toujours une roue de secours. Et ça m'a bien servi parce qu'aujourd'hui, je suis commercial. Ouais, non, mais en fait, j'ai un gros secteur. Hein, j'ai toute la Belgique. Moi, je suis basé à Lille, hein, comme je vous disais, et donc j'ai toute la Belgique. J'ai la Normandie, j'ai Reims, Troyes, et je descends jusque dans l'Oise. En fait, ça veut dire que je suis tout le temps en déplacement. Et ouais, c'est vrai que en fait, j'ai trouvé ça juste avant le Covid, une semaine avant. Et c'est vrai que ça a une chance quelque part. Mais là, maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je fais ça. Donc, je vais arrêter dans 2 mois, quoi, j'arrête. Je peux montrer ta scène ? Ouais, bien sûr. Pourquoi tu voulais quitter Paris ? Je suis comédien. Enfin, j'essayais d'être comédien. Ça, c'était avant. Et hier, j'avais un très gros casting qui n'a pas marché. C'était la seule opportunité que j'avais depuis très très longtemps. C'était quoi ? Julie Lescaut. Je devais jouer le rôle d'un passant qui passe devant une boulangerie. Et à un moment donné, je bouscule Madame Lescaut et je lui dis « Excusez-moi ». Et voilà. Je crois que mon interprétation leur a pas convenu. Je suis parti sur quelque chose de très pur, de très intérieur. Too bad. C'est sûr que ça fait écho. Mais oui, finalement, je me retrouve dans ce personnage. Non, mais c'est normal, je l'ai écrit en. C'est pas un hasard énorme. Mais attends, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, peut-être, pour ceux qui connaissent pas, c'est que du coup, tu joues Franck Dubosc. Oui, je joue Franck Dubosc. C'est vrai. C'était un petit Franck Dubosc avant qu'il soit connu, quoi. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais... Non, mais effectivement, ton histoire est hyper touchante et des personnalités. Enfin, même au cours, tu as quelque chose de très très touchant qui se dégage de toi et qui est présent à l'écran et sur scène. Et c'est important, quoi. Même que tu sois là à parler de ça, de tel quel, de ta situation et tout. T'as vraiment ta place dans le jeu, quoi. Je sais pas si c'est dans le. Mais en tout cas, t'as une signature de jeu qui est. Faut s'accrocher. Mais en fait, je crois que mon parcours, beau, il fait partie. Enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le métier artistique, qui essayent de s'introduire dans ce métier artistique. Et aujourd'hui, c'est vrai que, faut le dire, c'est très compliqué de percer aujourd'hui. Et je pense que je suis quelqu'un parmi tant d'autres, en fait, je pense. On est tous dans la galère, quoi. Et voilà. C'est une vraie réalité. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est un vrai plaisir à monter. Je profite d'être avec plein de comédiens de la série pour dire que c'est un vrai plaisir à monter. Vous êtes tous très talentueux, donc merci pour cette opportunité. On avait des bons rushs avec Raphaël, on était contents, on s'est bien amusé. Ouais, on a vraiment eu des belles surprises de jeu. Puis c'était chouette, voilà, il y a eu un peu aussi, on en parlera aussi avec les invités qu'il y a juste après, parce qu'il y a une variété de profils de comédiens et de parcours de comédiens et de comédiennes. Niveau. Avec à la fois des gens qui ne jouent, qui actuellement vraiment ont un métier à part, qui sont pas du tout comédiens, qui l'ont été en école de théâtre ou quoi. Aussi des comédiens qui tournent beaucoup. C'est bien, je trouve, c'est hyper agréable de discuter avec. Je suis dans la même situation que toi, quoi. Ouais. Et du coup, de créer des choses ensemble, de t'avoir dans ce projet, à côté d'autres comédiens qui sont aussi
dans la même situation, qui sont pas forcément souvent à l'écran et tout. C'est beau. Donc c'était un grand plaisir. Merci Raph. Donc accrochons-nous à nos rêves de comédiens. Et ça veut pas dire que demain, je sais pas à quel point est-ce que tu joues encore aujourd'hui? Mais alors justement non, comme je disais là, dans 2 mois j'arrête parce que justement j'ai plus du tout de vie à cause de ce travail. Je suis tout le temps parti du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi. Et ça te manque le jeu là? Ça me manque terriblement en vérité. C'est vrai qu'après, c'est un peu comme si j'allais faire mon sport le dimanche matin. Tu sais, comme si j'allais jouer au foot quoi. C'est là même quand on allait voir tous, c'était un peu c'est un peu la colonie de vacances, tu vois, c'est cool quoi, tu vas voir les copains et puis en même temps tu joues et tu t'amuses, enfin c'est comme au foot en fait. Moi je dis ça le foot parce que j'ai fait du foot aussi, alors moi c'était soit théâtre soit foot et à un moment il fallait choisir entre les deux quand j'étais petit et j'ai choisi le théâtre donc voilà. Mais ouais non c'est ça, mais je sais pas ce qu'on me disait en fait. Et j'ai plus le temps du tout. T'as plus le temps, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui t'en es là que demain tu pourras pas y retourner ou t'auras pas l'envie de te replonger dedans. Enfin c'est quelque chose qui t'a animé donc oui. Et peut-être même que tu prendras encore plus de plaisir c'est ça. Et je pense quand tu retourneras. Et comme on disait, il faut pas oublier ses passions, ses rêves, et moi j'ai envie de rejouer, donc c'est pour ça aussi que j'arrête ce travail pour avoir un peu plus de temps. Toutes les personnes qui écoutent là, embauchez Maxence, merde. S'il vous plaît. Au moins faites-lui passer un casting. Non mais en fait voilà, il faut savoir prendre son temps quoi, donc j'arrête pour pouvoir rejouer, enfin j'espère en tout cas, et puis ça reste une passion en tout cas. Bon, en tout cas, avec grand plaisir, on a ramené ta veste, la veste de Franck Dubosc. Voilà. Donc, elle est très jolie en plus. Elle est très très jolie. Donc c'est une veste à carreaux extrêmement moche. Que tu as trouvé où? Ma mère, je lui ai montré la photo avec cette veste, elle me dit que je suis vraiment bien dessus. Mais elle te va tellement bien. Moi je trouve aussi parce que c'est pas évident qu'elle aille à quelqu'un. Je vais la remettre pour l'occasion, mais c'est vrai que ça fait un peu. Je crois que c'est l'équipe. Non, c'est même pas l'équipe costume. Je crois que c'est moi dans une fripe qui. Dans une friperie. Ouais. Ça irait pas. Ça irait pas à tout le monde. Mais il a de la chance. Il était bien foutu, Max. Des grosses épaules. Il est super bien gaulé. Et ouais, c'est pas mal. Voilà, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. C'est parfait. Voilà. Tu es splendide. Ouais, splendide. Ouais, mais j'ai pas bougé. Je suis toujours aussi svelte. Mais j'ai pas changé d'un poil. Bonne image de soi, c'est important. Ouais, c'est bien. Il faut. Non, mais c'est bien. Accroche-toi et. Enfin, t'as ta place, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un conseil de classe. T'as fait des efforts au 2e trimestre. Les efforts. Encouragement. En maths, c'est pas ouf. Alors que j'ai toujours doublé en plus. J'ai redoublé 3 fois dans ma vie. C'est vrai, ouais, j'ai vraiment galéré. Ma vie, c'est la galère. Moi aussi, j'ai redoublé. Du Nord, c'est la galère. J'ai redoublé 2 fois, moi aussi. Tu sais. Ah ouais, j'ai redoublé 2 fois. Et en fait, comme je vous disais, j'ai fait un BTS commercial. Et ce BTS commercial, j'ai raté l'oral en fait. J'ai eu 7 sur 20 alors que d'habitude j'avais toujours 14. Et c'est précis, hein. Ouais, c'est très précis. Non, j'ai eu 6 sur 20. Et si j'avais eu 7 sur 20, je l'avais parce que c'était un coefficient 12. Et moi, c'était une époque où je m'étais toujours dit je vais faire du théâtre après, je vais partir à Paris faire le cours Simon. Mais le jour où j'ai pas eu ce BTS. J'aurais pu partir directement faire le cours Simon, sauf que j'hésitais et mon père m'a dit toi c'est un rêve ça a toujours été ton rêve et il faut que tu le fasses et donc je suis parti au cours Simon parce que j'ai loupé mon BTS. Voilà. Et l'année suivante je l'ai eu, mais bon voilà quoi, c'est des fois les petits échecs font les grandes aventures. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Yoda a dû dire ça. Ouais. Yoda, oui. Ou un truc comme ça se termine comme ça. Ouais.
On a quand même pas parlé d'un truc que je voulais pas. Alors, on n'a pas trop parlé de toi encore. C'est pas grave. Moi, j'adore écouter aussi. Hein. Et je voulais vraiment. Ouais, c'est vrai que la question, c'est un peu nul de dire ça, mais du coup, c'est quoi le métier de script? C'est quoi? C'est ça. Oh putain. 1 minute 45. 1 minute. Prends un papier. Déjà, on n'écrit pas les scénarios, parce que ça, c'est très souvent qu'on me demande. Ah merde, si j'écris les scénarios. Ouais. Et comment résumer le métier de script? C'est les responsables de la cohérence et la continuité sur le plateau, on va dire. Parce que c'est bien résumé. Mais c'est-à-dire développe en 1h30. C'est-à-dire, ça va des trucs tout bêtes à vérifier les raccords costumes, cheveux, accessoires, vérifier qu'on a bien le bon téléphone, le bon verre dans la bonne main, des choses comme ça. À des trucs un peu plus techniques, vérifier que tout soit montable, que tous les plans peuvent bien fonctionner ensemble, qu'on n'a rien oublié, que toutes les informations sont comprises. Donc vous faites des feuilles de script pendant le... Enfin, vous avez des feuilles que vous remplissez ou sur iPad aujourd'hui en 2022. Des petits rapports. Ah oui, maintenant je suis sur iPad, parce que le script moderne. Donc je remplis des petits rapports pour les gens de la post-production derrière qui vont tout monter, tout dérocher, etc. Et pour moi, je remplis mon petit scénario avec toutes mes indications de raccords qui sont très multiples. Ouais. Il y a aussi tout un travail avec le réalisateur aussi sur le jeu des comédiens qui doit être cohérent aussi sur la longueur. Ouais, qui dépend beaucoup des réalisateurs. Hein. Il y a des réalisateurs qui sont très ouverts là-dessus et qui travaillent beaucoup en collaboration avec le ou la script, et il y en a d'autres où on remplit les rapports, quoi. Ok. Là, c'était très sympa de travailler avec toi parce que toi, t'étais pas du tout là-dedans. Au contraire, t'étais beaucoup dans la collaboration, et donc merci. J'adore collaborer. Voilà. Mais ça s'est entendu. T'arrêtes pas de remercier les équipes. J'aime ça, oui, madame, oui. Ça a été compliqué ou pas sur Rétro? Sur Rétro, ça a été compliqué pour une raison assez simple. Je mets pas du tout le dossier brûlant. Trop tard. On était 3 scripts, on s'est relayés parce qu'il y a eu des soucis d'agenda, et je pense que c'est un poste où c'est un peu compliqué de se relayer comme ça. Donc ça m'est arrivé de récupérer des raccords assez directs avec des scènes que j'avais pas fait, et où du coup il faut aller chercher les photos des autres et comprendre ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont noté certains trucs, et tu fais oh là, je ne suis pas dans sa tête, on ne travaille pas pareil. Donc il y a eu 2-3 petits trucs comme ça où il fallait jongler avec le travail des autres en fait. Et en même temps, ça m'a bien servi pour ce que je fais maintenant, donc je suis très contente. Moi, ce que je savais, ça a été une des premières rencontres, c'était avec Kylian sur le lancement de la série. En fait, j'avais demandé à Max, et très vite après, j'ai cherché un script, on m'a conseillé Kylian. Donc c'était vraiment les premières rencontres. Et je savais pas, j'avais jamais travaillé avec un script, et ce que je savais pas, c'est surtout avant qu'il se passe quelque chose en fait, dans la prépa. Ne serait-ce qu'il va avoir un avis assez tranché quoi, sur une première lecture du scénario quoi. Bah oui. Oui, mais ça, je savais pas. Enfin, du coup, des choses bêtes, mais l'introduction de ce personnage par rapport à là, en fait, toi, tu peux un peu te braquer. Enfin, mais ça, je savais pas qu'il y avait vraiment un moment avant, pendant, et du coup après, parce que tu as tous ces rapports et tout. Mais en fait, c'est un peu une personne avec le ou la première assistante. Il y a un espèce de rapport. Pas intime, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un rapport. Oui, c'est vrai. Si, on peut le dire. Ouais. Si, je pense que tu peux le dire, intime. Et justement, quand il y a vraiment. Parce que c'est aussi de la remise en question, quand tu réalises. Comme quand tu joues ou quoi, il y a un moment donné où tu peux dire putain, bref, t'as une hésitation ou quoi, et vraiment là, c'est un profil en or, quoi. Parce qu'il va avoir un recul, il va déjà aussi te connaître toi, savoir quel est ton univers, pour comprendre, te décoder un peu. Et c'est des profils de ouf, ouais. Je suis très admiratif, moi, de ce côté patient, tu vois, à l'écoute, calme olympien. Enfin, il y a quand même un truc, je trouve, que vous avez. Calme olympien. Est-ce que le calme olympien. Non, mais en tout cas, tu dois essayer j'ai l'impression que tu dois essayer de le traduire comme ça. Script, moi aussi, je trouve. Dégager ça, en tout cas, tu vois. C'est souvent des profils qui dégagent. D'être posé dans un coin, à observer et de dire un petit mot. Attention là. Oui. Mais voilà. C'est vrai que c'est un truc qu'on me dit souvent, hein, qu'une des qualité des scripts les plus importantes, c'est de savoir quand il faut dire et quand il faut pas dire. C'est très souvent qu'on se dit c'est par accord, tant pis. Souvent le mauvais rôle, quoi, un peu de faire chier, dire exactement. Le stylo, il était dans la main droite. Clairement, il y a des fois où tu sais que c'est des trucs où c'est pas grave. Où ça jouera pas trop. Ça jouera pas trop, où ça se verra pas, où c'est un moment où ça ne choquera pas le spectateur. Faut choisir ses batailles. Ouais, t'as raison.
Non seulement pour soi, et en plus pour le film, en tout cas pour le projet, parce que sinon on s'arrête toutes les 30 secondes, c'est pas possible, quoi. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça de voir des faux raccords. Non, je suis assez d'accord. Tu vois que c'est un truc qui a été fabriqué par des gens, quoi. Tu te dis pas... tu vois, ça a son charme, ouais, c'est vrai. Ouais, ça a du charme, tu vois. Je trouve que ça a du charme, mais ça me sort pas... Tu sais, il y a des gens, ils sont hyper... C'est pas la réalité dessus, tu vois. Oh, putain, j'y crois plus. La mèche a été là, elle est plus là. Mais ça, justement, ce que j'allais dire, c'est les gens chiants, je crois, non ? Parce que c'est pour l'image, en fait. Tu vois pas le visage de l'acteur, et parfois tu sacrifies un peu le raccord pour que ça soit plus lisible, plus esthétique, mieux pour tout le monde au final, quoi. Et c'est pas très grave si la mèche elle est au-dessus de l'oreille. C'est pas des gens un peu chiants ceux qui cherchent les faux raccords finalement. Exactement. Ceux qui vraiment ceux qui font que ça et cherchent et qui savent pas te raconter le film. Ils t'ont dit non, j'ai juste vu un faux raccord à 1 minute 37. Ça m'a sorti du film. Ça m'a sorti. 3 heures. Ouais, bah ouais. Je sais pas, j'ai peur de faire partie. Non, mais je trouve que non, parce que pareil, je trouve que ça a son charme et que non, c'est plutôt quand tu commences à être genre en école, je sais pas moi, j'ai fait un BTS audiovisuel. Tu sais, quand tu commences à être en école. Peut-être c'est des années où tu es en train de te forger ton truc. Tu sais que vraiment était un vrai connard à te dire. Oui, ou comme quand tu vois un film. Il a raté le champ contre champ. Par exemple, je pense à 1917 de Sam Mendes, où c'est tout un plan séquence et j'étais allé le voir avec quelqu'un et la personne a dit alors j'ai compté j'ai vu les 3 endroits où j'ai vu les plans de couple là c'est ça où j'ai vu le caméraman voilà. C'est un film pour le coup là on va utiliser le mot immersion mais t'es vraiment plongé dans les tranchées et la personne elle est là à chercher le moment où c'est ça ils veulent pas voir le film voilà, c'est ça. Ils s'intéressent trop à la réalité ces gens ils veulent pas je suis sûr que j'ai vu la perche je suis sûr de ça et tu sais ce qu'il a fait le personnage de cette scène là non j'en sais rien ça c'est vachement utilisé genre aujourd'hui justement il y a pas un seul film français où il y a pas d'effets. C'est très dur de trouver un film où il n'y a pas d'effets spéciaux, même sur des films français et tout. Souvent pour enlever la perche, pour Lucas qui était sur la série, il explique ça, il a une tonne de trucs. Ou alors des fois, s'il m'écoute et que je me trompe, il m'engueulera, mais je crois que il me disait, il y avait un film de Danny Boone et il voulait absolument garder, il faisait que des gros films français comme ça, pas forcément bien, mais gros succès. Il avait voulu prendre une prise où on voyait toute l'équipe technique, mais il y avait des cotillons un peu de Nouvel An qui tombaient. Et il aimait bien, il y avait un recul et tout. Donc il a dit à l'équipe post-prod, moi je veux ce plan, quoi. Ils ont dû enlever image par image. Vu qu'imagine, il y a des trucs qui passent dans le champ. Un casse-tête à la post-prod. Toute l'équipe technique au loin. Il a dit non, moi je veux garder ce plan et tout. Après, ça peut être utile aussi pour certains plans larges, pour pouvoir percher ou prendre le son sur un plan large. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. À part le cravate de la chef, mais en général, les ingés sont contre. Donc ouais, souvent on fait une passe à vide pour avoir l'arrière-plan et pouvoir effacer la perche après en post-prod. Quand c'est prévu, c'est bien. Quand c'est pas prévu du tout, ça demande plus de travail. Donc vive les faux raccords, quoi, en vrai. Faisons des faux raccords. Moi, c'est la règle des... Tu sais, justement, on t'apprend la règle des 180 degrés, mais du du coup, ça m'a toujours titillé. C'est une catastrophe, ça. Oui, mais voilà, moi, je me suis dit... je passe mon temps à la péter. Là, regarde à gauche, tout à l'heure. Pétez là, cette limite, quoi. Vraiment, pétons là. Oui, je pense. Mais je crois que c'est le cas déjà. Parfois, c'est bizarre, quand même. Alors, ce qu'il faut, c'est... Pour moi, à partir du moment où tout le monde est spécialisé et on comprend à qui on s'adresse, il n'y a pas de problème, on peut la casser. Mais effectivement, il faut toujours passer par... un plan où on établit qui est où, etc. À partir du moment où il y a un plan large. Moi, je l'ai vu dans le dernier Tarantino et c'est un peu, ça m'avait. J'étais trop content, quoi. C'était content. Ouais, je suis à peu près sûr, c'est la scène devant la caravane où Brad Pitt il est à 2 doigts de monter dans la caravane et. Il y a un chant contre chant hyper gelou et comme t'adores déjà Tarantino, ça t'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un chouette mec. En vrai, Once Upon a Time, c'était pas fait. Enfin, je trouvais je sais pas, c'était long aussi. Enfin, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai vachement aimé, mais après en le digérant en fait, et en me disant putain quand même qu'est-ce que j'ai vu, quoi. Mais pour le coup, je trouve que Tarantino, vu qu'on parle de Tarantino, je trouve qu'il y a un truc qui dans la série rétro. Oui, il était dedans. Oui, c'est ça. Sa petite apparition au 2e épisode. Il faut le voir. J'aime bien comment dans la série. Comme dans la série, tu réécris un peu l'histoire à travers les yeux de gens qui n'ont pas marqué l'histoire. Métaphoriquement, oui. Voilà. Ouais. Et dans Once Upon a Time, c'est exactement ça. C'est un acteur et un cascadeur que l'histoire n'a pas ne se souvient pas. Et en fait, on voit l'histoire à travers eux, tu vois, à travers 2 gars dont on se souvient pas. Et c'est exactement ça dans Rétro. Ouais. Oui, et je trouve que c'est un bon point de vue pour raconter une époque qui trafique les biographies, quoi. Ouais, il avait fait ça. Et puis oui, Inglourious Basterds, où il trafique l'histoire carrément. La mort d'Hitler dans le cinéma. Mais je trouve ça vraiment. Et pour le coup, je trouve que c'est très anglo-saxon d'aller.
d'aller oser titiller des trucs comme ça, quoi. Après, il y a des termes, je sais pas comment dire, mais juridiquement parlant, c'est compliqué aussi. Peut-être que c'est des prods plus grosses. Parce que quand tu utilises le nom et prénom d'une paire de nous avec rétro, on est quand même très. On est dans la. On sait pas où, on est dans un brouillard juridique. Les gens qui parlent de révisionnisme pour Tarantino, c'est les mêmes que ceux qui cherchent les faux raccords. Je pense qu'en fait, tu vois, c'est. Mais je trouve ça de détourner, en tout cas, le détournement de biographie pour faire croire qu'il se serait passé quelque chose ou alors qu'il y aurait une rencontre. C'est tellement génial. Franchement, moi je trouve que le cinoche et tout ça sert avant tout aussi pour faire ça. Complètement. On n'a pas parlé de toi, Thibaut, et j'ai vraiment envie de parler de toi parce que parce que ça fait un bail qu'on se connaît là autour de toute cette pièce là. Je te connais depuis plus longtemps. Ça fait plus de 10 piges. Oui. Sur les bancs de Paris 3. Absolument. Dans la classe de Perrine Boutin. Absolument. Moment nostalgie. Ouais, bah alors, Perrine Boutin, ça vous évoquera pas grand-chose, je pense. Mais... Ouais, un Cinoche, licence 3 Cinoche, et c'était beau. Et voilà, que voulez-vous, c'était beau. Moi j'ai fait 1 an, toi aussi. Hein. J'ai tenté un début de master, mais non, ça m'a pas plu là. Ouais. Ça plaît pas à grand monde Paris 3. Nous, ça fait, petit message d'alerte pour les gens qui veulent aller à la fac à Paris 3. Pareil, j'ai tenté un début. Je crois que les gens aiment pas trop. Oui, c'est le côté amianté peut-être. Ouais. Ça s'effondre un peu. La peinture. Ça s'effondre. La peinture qui se décolle. C'est le plomb dans la peinture là-bas. C'est le côté cadavre dans le couloir. Oui, c'est ça. En fait, nous à l'époque où on y était, ça s'effondrait carrément quoi. Et en fait, ils avaient des préfabriqués dans la cour et tout était amianté dedans. Mais vous étiez à Sancier. Ouais. À Sancier, les défenseurs du mini DV. Enfin, il y avait quand même un côté où j'avais l'impression qu'il y avait toujours un train de retard qui n'avait pas été pris. Mais ça y est, ils sont plus là. Ils sont à Nation maintenant. Ah bon Paris 3, ça a bougé Ça s'est écroulé depuis. Donc ils ont pas eu le choix. L'écroulement a eu lieu, les gars. Quelques morts au passage. Quelques morts par amiante. Ils ont dit on va se calmer quand même. Non, mais c'était stylé. Du coup, on a fait un court-métrage. Ouais, on avait bricolé nos premiers courts-métrages ensemble. Ouais. Avec des vieux. Avec des vieux, ça s'appelait Tendresse. Oui. Sur la sexualité des personnes âgées. Et c'est un film. C'était gênant. Mais c'était volontairement gênant. Et c'était assez mal joué dans mon souvenir. Par ceux qui. C'était joué par des gens qui avaient 25 ans, donc ouais. On avait vraiment recruté des comédiens un peu à la Groland, quoi. Oui, tu vois, totalement. On cherchait des personnes âgées, un peu qui, ça vous dirait de vous mettre à poil pour un court-métrage d'étudiants à Paris 3 Il s'était pas fait prier, cela dit. Il s'était pas fait prier, c'était totalement gratuit, évidemment. Et après, en plus, dans notre tête, on a fait des castings dans des bars, et on se disait, parce qu'une fois qu'on avait trouvé le vieux, oui, c'était un vieux. Une fois qu'on a trouvé le vieux et on se disait et qu'on avait trouvé la vieille qui correspondait, on se disait mais ensemble là, tu les nus ensemble face à qu'est-ce que ça donnerait Putain, on était sur des questions quand même. Et projeter la sexualité de 2 personnes en les voyant simplement avec un café dans un bar, c'est compliqué. Ouais, mais c'est pire que ça. C'est que c'est une mère de genre 40 ans qui laisse sa fille, qui est genre 30-40 ans, qui laisse sa fille qui est vraiment un bébé. Dans un berceau et tout, chez ses parents. En babysitting. Et donc, elle laisse son enfant, elle se prépare vite fait dans la salle de bain et elle va en soirée, quoi. Alors qu'elle a un gosse et elle part en soirée, vraiment, genre en mode je pars toute la nuit et tout. Et là, à peine la porte claquée, ses parents font l'amour, quoi. Ils claquent autre chose, voilà. Mais tout de suite après, et c'était juste pour montrer ça, un espèce de truc de tendresse qu'on voyait pas. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai, non, mais il y avait un truc. C'était assez punk. C'était assez punk comme film. Je crois qu'il y avait une thématique. Il y avait un truc assez. C'était assez. Ça te plairait, toi. Je suis certain que ça te plairait. Écoute, quand tu seras vieux, tu pourras peut-être faire le remake. Ouais. Non, mais en vrai, ça. Si, il y avait quelque chose d'intéressant. C'est marrant, ça. Un truc bien prosaïque, bien terrible. Très court, 3 minutes. C'était je sais plus. Oui, ça date. Hein. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis cette époque-là. Ouais, on avait fait ce film. Et après, t'es venu me proposer au moment où t'as démarré Artus de faire l'identité sonore tout à fait de ta série. Enfin, de ce qui n'était pas une série à l'origine, tu savais même pas dans quoi tu t'embarquais trop, quoi. Il y avait ça. Oui, c'est vrai qu'avant déjà, tu avais fait l'identité sonore de Artus. Oui, le jingle. Fait quelques parodies. Tu avais aussi largement contribué à Où va le vent. Hein. Oui. C'est plus que largement. On avait fait la musique en studio. Ouais. Et je me souviens que c'était assez marrant parce qu'on avait, c'était vraiment des conditions de studio. On avait enregistré au studio Jourdain. Et donc on avait nous préparé pendant toute la journée l'arrière-plan, quoi, les batteries, le séquençage des synthés, des guitares et tout ça. Et en fait on a fait venir Raph, David aussi t'étais venu je crois, ouais c'est ça, Maxence, et puis des choristes
féminine. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment un truc en studio, tout le monde au casque. Il y avait vraiment une ambiance We Are the World qui était quand même assez marrante. Enregistrement d'album. On enregistrait vraiment un album. C'était vraiment un kiff, quoi. Enfin, je veux dire, de le faire une fois, moi je sais que j'ai rien un truc quoi, dans ma vie. Mais où va le vent? Pourquoi des fois je me demande si les feuilles se déplacent toutes seules? Comment fait la nature? Comment roulent les voitures? Alors que moi, le vent ne m'envole pas. Pourquoi tout le monde ne se pose pas la même question que je me pose tous les matins? Comment vole un pigeon? Pourquoi pas un cochon? Les lois de la physique nous cachent bien des choses. Et puis ça avait été repartagé par la femme, je crois, c'est ça? Oui. Ouais. C'était notre premier mini succès. En fait, on a eu 2 mini succès chez Artus. Non, mais j'avais trouvé ça bon joueur, quoi. Marlène Schiappa, quoi. Oui. Ouais, j'ai trouvé ça bon joueur parce que c'est quand même une parodie qui, enfin, leur morceau c'est Où va le monde. On avait fait Où va le vent. Ils avaient des paroles très volontairement absurdes. Oui, c'est marrant parce que notamment du côté de Max, en fait, c'est des gens, des amis d'amis, pas très loin en fait de, enfin genre, toi t'as juste tu les connais en fait, quoi. Ouais, le groupe La Femme. Parce que David et Max qui étaient aussi dans ils ont été liés à un squat artistique et où il y a eu ils ont tourné un clip sur place. Donc c'était marrant, on avait une connexion pas très éloignée entre ce groupe-là et nous, quoi. Le squat, c'était le Point G. Ah oui, au Point G, ouais. Et d'ailleurs, il y a un super truc à voir sur YouTube, c'est toi qui l'avais filmé, sur Chronique d'un squat. Ouais. Si vous tapez Chronique d'un squat sur YouTube. Ça vieillit, mais non, ça se regarde avec Jacques. Il y a Jacques qui est aujourd'hui hyper connu. Sur le squat là, en l'occurrence. Allez sur YouTube et c'est 5 parties ou 6 parties. Bonne question. Non, 5. Et ça se regarde, mais vraiment comme rien, quoi. Et vous avez le suivi dans le quotidien d'un squat artistique. Et d'ailleurs, pour les gens qui ont peut-être un avis un peu négatif ou pas trop connaisseurs sur. Après, c'est un squat, il y en a de tout type et de tout truc. Là, c'est une façon artistique. Il y en a qui critiquent un peu, mais bon, c'est une façon de faire. Il y en a plein de façons de faire des squats et de gérer ça. Après, ils étaient tous très jeunes et ils savaient pas trop où ils allaient en fait. Mais au final, ils créent des événements tous les jours, des expos, des concerts, des trucs. La période où j'y étais, en tout cas, il y avait presque 6 jours sur 7. Des événements différents. Il y a plusieurs profils de ces squats qui ont. Enfin, Jacques, il y a même des artistes peintres et tout. Enfin, il y a des gens qui. Il y avait des photographes, des peintres, des comédiens, des musiciens. Des jolies carrières, quoi. Puis surtout, il y en a d'autres qui ouvrent toujours des squats depuis, qu'on a ouvert plein, et des trucs pour des lieux pour des migrants, des lieux pour des artistes, des lieux pour un peu tout. Et maintenant c'est hyper organisé. Dès qu'ils ouvrent un lieu, dans la semaine ils ont installé des artistes, ils ont monté une expo, ils parlent avec la mairie, ils ont des liens partout, et ça s'est vraiment bien développé depuis. Il y a David dedans aussi qui fabrique des qui toilettes, était déjà un bricolo de tout, quoi. je laisse ça comme ça. Et pour finir là-dessus, on a parce qu'on parlait de Thibaut. Du coup, toi aussi, t'es réal et t'as fait des trucs vraiment vraiment stylés, donc notamment un court-métrage Somnolente qui était un gros pari aussi. Qui était mon film de fin d'études de Paris 8 pour le coup. Et c'était beau. Hein. Et puis plus récemment, j'avais fait ce clip documentaire Ménic Mati là qui quand même a eu une belle histoire. Je sais pas si tu veux. Rapidement. En fait, on a filmé pour le coup avec une esthétique des années 90, puisqu'on avait mélangé caméra VHS, caméra DV et 16 mm. Un groupe un peu punk sur Caen. À Dieppe. Et oui, ils font de la musique, et en fait, on a embarqué avec eux pendant 5 jours et on les a filmés entre les documentaires striptease et un clip de leurs morceaux. Donc c'est un truc qu'on a appelé clip documentaire. C'est à la fois leur vie et à la fois le clip de leurs morceaux. Pur et dur, quoi. Une mise en scène de leurs chansons. Et puis on a été soutenu par MK2 et son magazine 3 couleurs on a été diffusé pendant 2 semaines dans les cinémas MK2 en avant-séance. Et on a eu le label MK2 recommande pendant 15 jours aussi. Donc voilà, ils nous ont apporté leur soutien, et ça a été moi j'ai trouvé déjà, au-delà d'être content pour mon travail, mais j'ai trouvé que c'était une preuve d'ouverture aussi d'MK2, ce dont j'ai jamais douté. Mais je trouve qu'MK2 c'est quand même vraiment, ils défendent vraiment le cinéma d'auteur, et c'est pas qu'un faire-valoir, quoi. Ils sont vraiment dans cette démarche là, un truc qui est quand même vraiment tourné avec 3 bouts de ficelle. Ils nous ont défendus, et ils l'ont vraiment soutenu dans le cadre du Music Cinéma Club, ça s'appelle.
Donc c'est entre le clip. Et on peut aller le voir. Moi, je l'ai vu sur Vimeo. Ouais, il est sur la page de 3 couleurs. Ils mettent le lien Vimeo. Ça s'appelle Ménicmati et c'est réalisé par Thibaut Prévost. Voilà. Et c'est un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça. Il dure 12 minutes. Donc c'est vraiment un espèce de mélange. C'est de la musique. Tu les suis un peu dans leur quotidien. Tout ça avec une esthétique. VHS. Hyper stylé. La journaliste de MK2 m'a dit l'esthétique est ultra sale. J'avais bien aimé comme si ça correspond complètement. L'esthétique, elle va avec les mecs que tu filmes, les mecs et les nanas que tu filmes. Il y a un truc vraiment, vraiment roots, quoi. Vraiment. Oui. Ceux qui sont dans la vie, finalement. Et musicalement, en plus, ce qu'ils font, c'est pas forcément ce que tu t'attends quand tu les vois. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, ils ont sorti d'ailleurs leur musique est sur Spotify, etc. Là, pour le coup. Et puis c'est trop beau que ce petit groupe-là, ils aient eu en fait une mise en avant. Enfin, moi, c'est ça que je me dis, quoi. C'est une mise en avant dans des salles MK2. Enfin, c'est incroyable que tu leur aies permis ça. Quoi, et c'est des amis, c'est devenu des amis depuis. Ils sont vraiment hyper talentueux en fait. C'était un énorme plaisir, on a encore passé 1 heure, mais une belle heure ensemble. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup. Ça va ? Ouais, on pourrait parler. On pourrait parler pendant des heures. Parlons géopolitique. Ouais, c'est ça. Parlons faux raccord. Géopolitique, Quentin. Merci Louise. Merci Louise. Salut. Merci David, merci Maxou. Et bonne année. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi. Merci les copains, merci les gars. Merci beaucoup.